Ça y est, c'est bon. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une expérience particulière à nous partager durant son parcours au niveau de l'enseignement primaire? Quelque chose qui pourrait remettre en cause le système éducatif guinéen. Je parle notamment parce que vous savez, on a tous des profils différents. Et je ne sais pas, en fait, chacun a un vécu différent par rapport à son parcours au niveau de l'enseignement primaire, avec les profils visuels, les profils auditifs et les profils kinesthésiques. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de particulier à nous raconter? On va évoluer comme ça et on va arriver pareil, ou pas forcément au niveau du primaire, au niveau du secondaire, au niveau de l'université, une expérience peut-être mal vécue ou bien vécue et qui aurait un lien avec la faiblesse du système éducatif guinéen. Pardon, excuse-moi. Il me semble très opportun que les membres de l'association Gandal prennent la parole parce qu'ils sont un peu au bain de l'info de ce qui se passe au pays en ce moment. Oui. Et ensuite, nous qui avons pas forcément d'expérience assez récente en Guinée, on peut quand même amender cela avec nos expériences professionnelles, etc., etc. Mais je pense que quand même, il faut qu'on parte quand même de l'association Gandal, qui Oui. a un peu un état des lieux assez précis de la situation. Et puis ensuite, nous, on pourrait intervenir pour amender un peu ce qu'ils vont dire et ajouter en fonction de nos différents profils. Je pense que c'est plus logique comme ça. Ouais, c'est pourquoi, en fait, au début, je demandais s'il y a quelqu'un à effet de route à nous proposer. Les Donc, je sais représentants que, de l'association, je ne sais pas s'ils sont là. Il y a Diakité qui est là, je ne sais pas qui d'autre encore. Donc, ouais. il faut nous présenter d'abord ce que fait Gandal sur place et ce qu'ils ont trouvé sur place. Et voilà, est-ce que c'est leur convient? Justement, Quelles sont les pistes d'amélioration, tout simplement? je suis le seul, je suis le seul représentant de Gandal. Moi, il me semblait qu'il y avait déjà on va dire, un chronogramme ou un ordre du jour pour les débats, puisque enfin, j'avais quand même reçu le thème et les différentes étapes ou les différents sujets qui vont être abordés. Et le premier point, c'est l'état des lieux de l'éducation nationale. Donc, Voilà. il semblait qu'on allait suivre plutôt ça. Il n'y avait pas à créer un nouveau truc. On allait parler de ça ensemble. Donc, si vous voulez, on peut commencer par ça, évidemment. On peut commencer par parler de l'état des lieux de l'éducation nationale, de ce qu'on en connaît. Après, je tiens à préciser quand même que Gandal est une association qui a été créée en 2020. Elle est ici en France et elle est principalement constituée de jeunes Guinéens diplômés et il y a quelques-uns qui ne sont pas des Guinéens, puisque la vocation de l'association est quand même à but panafricaniste. Ce n'est pas seulement de s'implanter en Guinée et de se limiter à la Guinée, mais plutôt un projet de s'étendre aux autres pays. Et et comme je le disais, on n'est pas forcément spécialiste de l'éducation nationale en Guinée. Moi, personnellement, je suis ingénieur géologue géotechnicien et le président, c'est un ingénieur en télécom et plein d'autres gars, des informaticiens et tout. Donc, nous, on est parti d'un constat. Et ce constat-là, on le détaille un peu sur notre site Internet que je vais vous inviter à visiter après ou pendant la discussion, si vous avez le temps. C'est qu'en Guinée, on a, comment dire ça, le budget alloué à l'éducation nationale en Guinée est assez faible. À mes dernières nouvelles, on est inférieur à 20%. Alors que dans beaucoup de pays et même dans la sous-région, le budget alloué à l'éducation est plus conséquent que cela. Et pour être pragmatique d'ailleurs, ici en France, le système éducatif guinéen est très différent de celui de la France. On peut dire encore heureux, mais en plus de cette différence, c'est que notre système éducatif, le niveau il est assez bas, assez faible et on manque de beaucoup de moyens. Les pays voisins qui ont un système éducatif que je dirais plutôt proche de celui de la France, on se rend compte que ils ont, en tout cas moi pour ma part, du constat que j'ai fait dans mon parcours et des gens que j'ai rencontrés, nous, on est moins présents dans les filières techniques et dans les écoles d'ingénieurs français. Et le plus souvent, quand on vient, on reprend des classes en arrière ou alors on ne peut pas postuler directement dans certaines institutions d'enseignement. Moi, en Guinée, j'ai jamais entendu parler de Parcoursup. Donc, si je reviens à l'état des lieux et de l'éducation nationale en Guinée, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'écoles publiques.
il y en a très peu. Il y a beaucoup d'écoles hangars sur le territoire guinéen. Vous voyez, c'est que cela montre qu'il y a moins de matériel, mais il y a un problème aussi de ressources humaines. Des enseignants, sincèrement, moi, de mon expérience, j'ai vu des gens, lorsque j'étais petit, c'était des mamans qui ont réussi à devenir des enseignantes dans des écoles primaires, alors que je ne connais même pas leur niveau de diplôme, mais on savait juste que c'est des gens qui ne sont pas assez allés à l'école, c'est des gens qui n'alignaient pas une phrase complète sans commettre des fautes. Donc, c'est des choses qui sont arrivées pendant le temps de Lansana Conté. Beaucoup de gens ont aidé leurs proches à faire la formation pour devenir des enseignantes, alors que ces gens-là n'avaient pas de niveau. Donc, ce n'est pas étonnant que les enfants qui sont formés par ces gens-là n'aient pas suffisamment de niveau. Surtout que si ces enfants-là sont issus de familles qui n'ont pas été à l'école non plus. Et en plus de ça, si on regarde le problème de matériel pédagogique, on a parlé des écoles. Il y a beaucoup d'écoles hangars à l'intérieur du pays et quand même, alhamdoulilah, il y a beaucoup d'écoles communautaires, des écoles que les communautés elles-mêmes construisent et cherchent à avoir des enseignants. C'est un autre problème aussi, c'est que les jeunes sont formés, mais beaucoup se refusent d'aller à l'intérieur du pays. Moi, j'avais eu la chance, avant de quitter la Guinée, avec l'AEMG, puisque c'est une association qui est présente dans les écoles et les universités. J'ai été j'avais fait quelques villes à Boki, dans la région de Boki, et j'ai été à Gawal. J'ai été aussi à Koundara, mais en partant à Gawal, j'ai rencontré des jeunes qui étaient des enseignants, et j'avoue, je saluais leur courage. J'étais impressionné, malgré les faibles moyens, des jeunes qui acceptaient d'être à l'intérieur du pays et d'enseigner. Je suis personnellement un fils d'enseignant, mon papa et ma maman, et mon papa, il enseigne dans les universités depuis qu'il a fini, hein. Ma maman dans les écoles, dans les collèges. Mais ma maman, bientôt à la retraite, elle me disait que les jeunes femmes sorties de l'ISEG, qui sont dans leur école, ne veulent pas enseigner. Elles veulent juste aller s'asseoir la journée dans les bureaux. Alors que les mamans qui enseignent depuis plusieurs années enseignaient encore. Et elles sont là, et elles veulent se la jouer la vie douce. Et c'est des gens souvent qui ont, je sais pas, été pistonnés. Et c'est pas forcément qu'elles ont le niveau et elles sont là dans la mentalité de ne pas vouloir enseigner. Donc, voyez un peu, les problèmes, ils sont assez nombreux. Et du temps d'Alpha Condé, il y a eu des états généraux de l'éducation et j'avoue que j'ai cherché le rapport, je ne l'ai pas trouvé. Je voulais un peu le feuilleter et tout ça. Mais sur le site de Gandal, quand même, il y a quelques données qui ne sont pas actualisées que je vais vous partager d'ailleurs dans la discussion le lien. Vous allez voir un peu le nombre d'établissements préuniversitaires, que ce soit préscolaire, élémentaire et secondaire. Par exemple, le nombre ou alors le budget de l'enseignement préuniversitaire en 2016 qui était de 1 milliard, comment je vais lire ça, 1211 milliards 606 millions 118 000 francs guinéens. En 2018, le dernier chiffre que nous en avons sur notre site Internet, c'est 1512 milliards 437 millions 438 000 francs guinéens. Donc, on n'a pas les derniers chiffres. Et lors de mon dernier voyage en Guinée et du président de Gandal qui est allé quelques semaines avant moi, il avait rencontré quelques responsables de l'enseignement supérieur. On n'a pas pu rencontrer des responsables de l'enseignement préuniversitaire. Moi, pour ma part également, j'avais pu rencontrer la ministre de l'Enseignement supérieur. Et là, actuellement, j'essaie de voir comment on va discuter avec le ministre de l'Enseignement préuniversitaire. Parce que quelque part, il faudrait, là, je pense que c'est ça l'objet de notre débat. Il s'agit surtout de se focaliser sur l'enseignement préuniversitaire, puisque c'est par là que tout commence. Et quand là-bas, c'est bon, je pense que l'université, ça sera moins difficile en fin de compte. Donc, lorsque j'ai rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur, on a un peu parlé de plein de choses et parmi lesquelles, justement, elle-même, elle le disait. Et nos chiffres ne sont pas tout à fait à jour. Et lorsqu'on a fait aussi l'entretien avec le recteur de l'université de Zéret-Corée également, tous nous ont dit qu'ils allaient nous aider à avoir des chiffres à jour pour mettre à jour notre cartographie des institutions d'enseignement supérieur. On a aussi un site où vous pouvez avoir la cartographie des institutions d'enseignement supérieur. Mais certaines sont vouées à disparaître parce qu'elles ne sont pas en règle, d'après ce qu'on nous a dit. Et on aimerait avoir des données plus récentes. Mais vous savez, en Guinée, ce n'est pas du tout facile parce que les choses ne sont pas numérisées. Et quand on veut obtenir des informations, difficile de savoir vers qui s'orienter. Et même quand on trouve cette personne-là, difficilement elle accorde du temps
Donc, c'est ce que moi je peux dire dans un premier temps et pour ne pas trop divaguer ou parler de ça et oublier des choses, on pourra discuter et peut-être que je reviendrai sur d'autres choses. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, juste merci Amadou pour ton intervention, c'était très enrichissante. C'était justement ça l'idée de partager l'expérience de vécu. Toi, tout à l'heure, tu as parlé de tes parents qui sont enseignants et qui ont fait un constat par rapport à ceux qui sortent des institutions d'enseignement et qui ne veulent pas forcément être des enseignantes. Ça, ce sont des expériences sur lesquelles nous pouvons échanger et ça peut faire l'objet d'un débat. Effectivement, on a une feuille de route. Je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai pas mis de côté, hein, mais je voulais commencer par là pour contextualiser le problème du système éducatif guinéen parce que les expériences que nous pouvons partager peuvent constituer un socle de débat. Et à partir de là, on peut rebondir sur des propositions, des solutions. C'est pourquoi, en fait, je demandais tout à l'heure, mais c'est comme vous voulez. Alors, l'état des lieux, je ne sais pas si c'est assez suffisant comme élément par rapport à ce premier point. Ousmane, je voulais partager quelque chose vite fait avant d'aborder le sujet. En fait, Diakité a tout à fait raison, mais moi, je vais plutôt aborder un côté très intéressant. Enfin, en février dernier, j'étais en mission en Guinée au compte d'un ministère régalien français qui aide notamment les pays en voie de développement dans certains domaines, notamment en particulier l'éducation. Il s'agissait des projets dans le domaine de l'adduction d'eau potable dans les écoles. Donc, la Guinée a sollicité l'aide de la France dans ce sens-là. Et j'ai été moi-même sur le terrain, j'ai discuté pleinement avec beaucoup de directeurs nationaux. Ils sont très nombreux dans le ministère de l'Éducation nationale. Mais malheureusement, l'état est catastrophique, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles nos petits frères, nos petites sœurs étudient sont lamentables. Il n'y a pas de latrine, pas d'eau potable dans les écoles, et Dieu sait combien de fois il est difficile pour un enfant qui passe quasiment, j'ai envie de dire, la moitié de sa journée, enfin sinon que toute sa journée à l'école. Parce que nous, à l'époque, pour revenir à ce que tu disais, Ousmane, dès le début, moi, l'école primaire, j'ai beaucoup plus de souvenirs. Enfin, je passais plus de temps à l'école qu'à la maison. On partait à 8 heures, on rentrait à midi, puis ensuite de 14 heures jusqu'à 16 heures, 17 heures. Et donc, si on n'a pas les conditions minimales, entre guillemets, en termes d'assainissement, en termes d'eau potable, je pense que c'est assez catastrophique. À l'époque, on rentrait à la maison, les pieds très poussiéreux, etc., etc. Mais ça, c'était l'époque. Et aujourd'hui, on a quasiment les moyens d'endiguer cela, mais nos gouvernements, enfin, je présume qu'ils ne font pas grand-chose, en tout cas dans ce secteur-là. Et le directeur, je me souviens très bien de l'enseignement fondamental en Guinée, m'a fait l'état des lieux, le chef de cabinet également du ministre actuel, Guillaume Aving, m'ont fait l'état des lieux de la situation. C'était assez catastrophique. Je vous épargne un peu de certains détails, mais très honnêtement, même y compris la capitale Conakry, il est très difficile pour les enfants dans les écoles publiques, parce que les écoles privées, j'ai aucun lien avec eux, mais plutôt, c'était assez catastrophique de voir que les enfants étudient dans des situations comme ça. Et les enfants qui étudient dans de telles situations, il est assez logique qu'on n'attend pas d'eux des résultats, j'ai envie de dire, plus ou moins positifs. Parce que simplement, les conditions dans lesquelles ils sont mis ne leur permettent pas justement de bien étudier, s'il faut le dire ainsi. Il y a des salles de classe qui sont complètement délabrées. Je ne parle même pas de l'intérieur du pays qui encore a beaucoup plus d'autres problématiques, et notamment le manque d'enseignants, etc., etc. Donc, c'est un véritable problème. C'est une problématique. Alors, je ne vais pas me transformer en un vendeur de problèmes. Moi, les solutions, elles sont connues de tous. Et il y a beaucoup Diakité parlait de l'état des lieux d'éducation nationale sous le régime précédent. Il y a beaucoup d'ateliers comme ça, à la fois nationaux et internationaux, auxquels nos gouvernants participent heureusement, mais qui ne sont pas du tout suivis d'effet. Et il y a des partenaires aujourd'hui, moi j'en connais plusieurs, qui sont prêts à accompagner un pays comme la Guinée, les pays en voie de développement et en transition, à aller vers un système éducatif de qualité, pas plus qu'il y a 2-3 semaines, notamment aux Nations Unies, où notre ministre de l'enseignement universitaire était présent, je crois que Guillaume Aving également, donc pour participer à un sommet mondial pour hisser au plus haut niveau l'éducation dans les pays en transition et en voie de développement. Donc, les fonds sont parfois disponibles, les bailleurs sont là, mais souvent, les interlocuteurs, franchement, c'est très difficile de travailler avec eux.
Et j'en termine là. La seule chose qui leur préoccupe, c'est plutôt le décaissement des fonds. Et puis ensuite, ils se partagent malheureusement entre eux. Et les écoles, malheureusement, ne bénéficient pas de ces fonds-là et c'est assez dramatique. Et nous, à l'époque, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est de travailler d'abord avec les associations locales, les ONG internationales qui œuvrent notamment dans ce sens-là. Donc, on les finançait et c'est à travers elles que le ministère avait connaissance de certains projets et ensuite qui partaient directement dans ces écoles-là. Et j'ai des exemples très précis de la mairie de l'Abbé, où plein d'écoles communautaires ont été réhabilitées comme ça, en tout cas en termes d'assainissement, et certaines communes de Conakry. Donc, les résultats, les problèmes sont connus, les résultats sont, j'ai envie de dire, les solutions à mettre en place sont parfois connues, mais malheureusement, voilà, ça traîne encore. Ne me demandez pas pourquoi, voilà, je ne saurais pas vous le dire. Merci. Merci beaucoup, Mamadé, pour ton intervention. Elle était très pertinente. En fait, le problème, c'est qu'on ne te demande pas pourquoi, mais nous savons tous le pourquoi. C'est la mauvaise gestion, malheureusement, quelque chose qu'on peut rien faire, en fait. Là, on ne peut que débattre sur l'état des lieux, sur les conditions, sur la situation, mais on ne peut pas faire, malheureusement, quelque chose de plus. Alors, est-ce que sur ce point, par rapport au partage d'expérience sur l'état des lieux, quelque chose, Chérif, tu as quelque chose à ajouter? Oui, Tano, j'ai bien quelque chose à ajouter. Au fait, je ne vais pas trop me focaliser sur tout ce qui a été énuméré, notamment par exemple le manque d'école, manque de ressources et tout ce qui tourne autour. Le point sur lequel moi je vais m'accentuer, c'est surtout le personnel, au fait. En Guinée, l'éducation, au fait, l'enseignement n'est pas pratiqué par les professionnels. Et au fait, je vais m'accentuer sur deux niveaux. Le premier, généralement, ce sont les gens qui n'ont pratiquement presque rien à faire, c'est-à-dire ils savent que maintenant, ils n'ont pas d'autre orientation qui vont vers l'enseignement, notamment les aînés. Donc, généralement, toutes les personnes qu'on voit faire les aînés, ce sont des gens qui ne peuvent plus continuer dans les études, qui ne peuvent plus pratiquer d'autres professions. Donc, finalement, ils décident d'aller vers l'enseignement et donc de faire les aînés pour dispenser les cours aux enfants. Le deuxième aspect, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait que l'enseignement n'est pas pratiqué par les professionnels. Moi, je suis sortant quand même de l'ISEG. Donc, normalement, c'est l'établissement qui est censé fournir des enseignants habilités à dispenser des cours au niveau secondaire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de diplômés de l'ISEG qui sortent, qui ne sont pas pris par l'État. Et donc, finalement, quand ils sortent, ils enseignent soit dans les écoles privées ou alors ils restent comme ça. Et généralement, les gens comprennent dans le système éducatif pour dispenser les cours aux enfants, ce sont des personnes qui viennent d'autres domaines tels que la sociologie, tels que le droit. Donc, c'est vrai, ils ont des connaissances théoriques, mais en réalité, ce ne sont pas vraiment des personnes du domaine, quoi, en fait. Ce ne sont pas des professionnels. Donc, ça, je pense que c'est un véritable problème parce que les enfants, au fait, les élèves, les étudiants ne peuvent pas bénéficier d'enseignement de qualité si les personnes qui sont censées dispenser les cours ne sont pas professionnels. Donc, c'est quelque chose sur quoi je pense qu'on devrait revenir. Mais ça, de toutes les façons, on va essayer d'énumérer ça dans la partie des solutions. Mais je me souviens, depuis 2010, c'est toujours comme ça. Et ça, avant même le problème financier, avant tout ce qui est infrastructure, je pense que c'est quelque chose qui constitue aujourd'hui un véritable problème pour le système éducatif guinéen. Donc, voilà ce que j'avais ajouté pour cette partie. Merci beaucoup, Chérif. C'est très intéressant ce que tu abordes comme question, comme sujet, le professionnalisme. Parce que c'est vrai que nous savons tous ce qui se passe en Guinée, les gens, par manque d'emploi, ils se lancent dans l'enseignement. Et le pire dans tout ça, on reviendra par rapport aux solutions. Et le pire dans tout ça, c'est des faits qui ne sont pas parfois formés par l'État, qu'on les laisse aller au pif comme ils peuvent. Est-ce que Ibrahim, président de AGC, a quelque chose à ajouter dans l'état des lieux? Ouais, enfin, bonjour à tous déjà. Moi, je vais essayer d'apporter un petit plus par rapport à ce que Chérif a dit, parce qu'il a parlé d'un volet. Moi, je vais parler d'un autre volet qui est en fait l'existence même des écoles. C'est vrai que c'est deux choses qui sont carrément complémentaires en fait. C'est vrai qu'on a besoin de formateurs, mais très souvent aussi, le constat alarmant chez nous, c'est que dans pas mal de zones, il n'y a pas du tout d'école en fait.
d'où l'existence même des associations comme Gandal. On trouve dans pas mal de zones rurales où il n'y a carrément pas d'école et il se trouve que ces gens sont en difficulté, sont obligés soit d'envoyer leurs enfants en ville pour qu'ils puissent en tout cas accéder à l'instruction ou à l'éducation, si on veut, entre guillemets, alors que c'est logiquement au 21e, enfin, en 2022, tout le monde a le droit à accéder à cette éducation qui est primordiale en fait pour en tout cas l'évolution du pays. Et je trouve cela très important à souligner en fait dans ce débat, qui est quelque chose de complémentaire par rapport à l'apport, enfin, la nécessité d'avoir des enseignants compétents, quoi. Du coup, je vais me limiter là par rapport au constat. Je pense que c'est quelque chose de complémentaire à ce que le shérif a dit. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on est tous victimes de ce système. Enfin, on a été tous victimes, en quelque sorte, si on peut dire ça, victimes, parce que moi, qui vous parle là, je fais mon école primaire à l'intérieur du pays. Je faisais tous les matins 7 km de retour, et je partais le matin et l'après-midi à l'école. Donc, c'était une vraie calvaire. Si ce n'était pas des personnes costauds comme moi, ils n'auraient pas pu tenir. Donc là, le manque d'école, c'est un élément fondamental dans ce état de lié. Donc, on a parlé du manque d'école que Diakité avait abordé au début et qui vient d'être commenté par Ibrahim également. Le refus des enseignants, comme disait Diakité tout à l'heure, à s'intéresser à l'enseignement, c'est qu'ils étaient formés réellement pour enseigner, qui ne s'intéressent pas à l'éducation. Et les conditions dans lesquelles nos enfants vont à l'école, tout à l'heure, du bâtiment en Africa, il y a déjà l'environnement dans lequel l'enseignement est dispensé. Parfois, nous le savons tous, c'est catastrophique. Et à cela s'ajoutent les conditions des familles. Il y a des familles qui galèrent vraiment, qui peinent à subvenir aux besoins des enfants pour les amener à l'école. Même s'ils partent à l'école, comment les soutenir? Il y a tous ces paramètres-là. Est-ce qu'arrivés à la maison, ils sont soutenus, ils sont accompagnés? Ce n'est pas juste aller prendre des cours et revenir sans rien faire à la maison, parce qu'en fait, l'éducation va dans les deux sens, et à l'école et à la maison. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'on a abordés. Et le manque de professionnalisme, ça, nous savons tous comment ça fonctionne en Guinée. Quand on est venu ici en France, moi, j'ai eu à faire quelques stages dans des écoles ici. La méthodologie, elle est totalement différente. Déjà au primaire, au collège, jusqu'à l'université, au lycée, c'est pas pareil. Donc, nous, on a ce système-là qui est très bancal, parce que c'est des personnes par manque d'emploi qui essaient de trouver quelque chose à faire. Donc, ce n'est pas vraiment professionnalisme. Alors, donc là, je pense que l'état des lieux, à moins que parmi les participants à la réunion qui ne font pas partie du panéliste ont quelque chose à ajouter en termes d'expérience autour de cette question d'état des lieux de l'éducation nationale en Guinée. Est-ce que je vois Lamine, Ibrahim, El Haj et Ba à lever la main? Je te donne la parole, Ba. Vas-y. Si tu as un point à ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit. Du coup, bonsoir à tous. Et justement, je ne sais pas si vous me recevez là. Oui, Ba, tu es de quelle association? De AZC? AZC, c'est Ba Mamadou. Ah, Mamadou Ba, ok, parfait, merci. On t'écoute. Du coup, d'après tout ce qui vient d'être dit par mes prédécesseurs, j'enregistre à résumer sur 2 points. Moi, je dirais que déjà, je qualifierais notre système éducatif d'autres corps malades de notre pays. Et puis, je résumerai ces 2 problèmes, d'un problème de sous-financement et d'un problème structurel. Je vais essayer de me justifier sur ces 2 volets. Et premièrement, le budget alloué, comme Diakité l'avait déjà mentionné, à l'éducation guinéenne est de 14%. Elle varie entre 14 et 14,8% depuis 2010. Donc, c'est quelque chose à déplorer. Et deuxièmement, je parlais, en plus de ces faibles budgets qui est alloué à notre éducation, il y a le problème, il y a ces peu de ressources qui sont accordées à cette éducation ne sont pas aussi utilisées de la manière la plus utile pour répondre aux besoins nécessaires de notre système éducatif. Donc, le peu de ces ressources matérielles et financières disponibles sont principalement dirigées vers les services dont l'activité sont les plus urgentes, par exemple, la préparation des examens, les statistiques et autres. Et non, c'est les plus importantes, par exemple, la formation du personnel administratif, des enseignants, et puis l'élaboration des plans annuels. Donc, c'est quelque chose à déplorer. Moi, je penserais bien que je résumerais ce problème, l'état lié de notre système éducatif sur ces 2 volets.
le problème de sous-financement et le problème structurel. Pour le moment, je vais essayer de m'arrêter là et me réserver pour les solutions proposées. Merci. Voilà, Mamadou, merci. Modoba, si on a bien compris, toi, tu as abordé la question sur le budget alloué à l'éducation qui est très faible et qui est très mal réparti dans son utilisation. C'est aussi un point très remarquable, je pense, qu'on peut ajouter sur les états du lieu. Ibrahim, Diallo et Lamine, vous avez quelque chose à ajouter? Vu qu'on n'est pas très nombreux dans le groupe, on peut permettre à tout le monde de s'exprimer. Ça peut enrichir le débat. Je remercie les côtés. J'ai bien aimé les interventions et juste un point que je vais souligner aussi, c'est quoi? C'est qu'au fait, chez nous, on n'a plus l'habitude de faire quoi? De prendre les devants sur l'encaissement comme ils ont signalé les autres intervenants. Et le problème, aujourd'hui, on peut faire face à des aides, par exemple, qui vont venir des pays étrangers. Mais le fonds, dès qu'il est débloqué, c'est quoi? Et les gens, ils préfèrent encaisser le budget et derrière, il n'y a pas une volonté de réalisation. Ça aussi, c'est un autre aspect qui bloque plein de choses chez nous. Moi, je pense que c'est un problème aussi, c'est un facteur, c'est un autre facteur aussi qui fait partie aujourd'hui des problèmes que nous traversons aussi. Parce que dès lors que, même si nous avons des aides et que ces aides ne sont pas vraiment utilisées dans le bon sens pour pouvoir solutionner les problèmes auxquels nous faisons face, et ça servirait pas à grand-chose, moi, je pense. Donc, c'est juste ce que j'avais à rajouter sur ce point et je laisse la parole aux autres intervenants. Merci. Merci Lamine. Donc, détournement de fonds, c'est un peu ce que tout à l'heure abordé Mamadou Ba par rapport à la faible, à la mauvaise utilisation des fonds. Donc, c'est à peu près pareil. Donc, le problème, c'est situé aussi à ce niveau. Monsieur Elage, je ne sais pas qui vous êtes. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce point, le premier point pour lequel on est en train de discuter? S'il nous entend. Oui, bonsoir Ousmane, c'est Diallo Elage, le trésorier de l'AXI. J'ai trouvé que beaucoup de personnes ont déjà pris la parole. Je rejoins tous les points qui ont été énumérés, donc je n'ai pas quelque chose à rajouter pour ne pas que la parole soit redondante, quoi. Merci. Merci beaucoup, Koto Saïdou. Bon, je suis content que tu sois parmi nous. En fait, Ella Saïdou, c'est un aîné, vous le connaissez tous, donc on est très content de l'avoir parmi nous. Merci à vous, surtout. Alors, donc, si je récapitule, le premier point qui a été énuméré, on a beaucoup plus parlé d'une responsabilité étatique, une responsabilité gouvernementale par rapport, parce que tous les points qui sont abordés, ça relève de la responsabilité de l'État. Donc, manque d'école et peut-être le refus de ceux qui sont formés des domaines éducatifs d'enseigner, peut-être ça a un lien avec la responsabilité de l'État également, parce que si c'était bien rémunéré, bien encadré et qu'on pense se faire de la place dans un futur proche, et subvenir nos besoins, je pense qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas raison que les gens refusent d'aller faire l'enseignement. En plus, c'est le service le plus noble dans une nation. Donc, on a parlé également des conditions dans lesquelles les enfants sont en train d'étudier, que ce soit des côté famille. Pour l'instant, on n'a pas touché la responsabilité parentale. Ça va être le second point, parce que là, on n'a parlé que de l'État. Dans ce tas de lieux, est-ce que vous pensez, Mohamed Amadou Diakité, qui vient de la Guinée il n'y a pas très longtemps, est-ce que tu peux nous partager quelques expériences, quelques éléments importants par rapport à la responsabilité des familles? Parce que quand nous parlons de l'éducation de l'enfant, les deux sont responsables, et l'État et les parents. Est-ce que tu peux nous parler un peu du système, de la façon dont les familles, à quel point ils sont impliqués dans l'éducation de ces enfants? Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça reste à désirer? Est-ce que tu penses qu'il y a un manque, il y a un vide à combler? D'après tes dernières remarques quand tu étais au pays. Amadou? Amadou Diakité de Gandal, il est là?
Ok, crois bon. qu'on a perdu pour l'instant. Ok, Oui, vas-y. je suis là. Ok. Au-delà de la responsabilité étatique que tu viens d'aborder quand tu étais en Guinée, le constat que tu avais fait, est-ce que tu avais rapproché quelques familles ou les écoles? Est-ce que tu penses que la responsabilité parentale, elle est assumée pour l'éducation des enfants ou pas? Je pense que c'est un élément qui rentre en compte de l'état de l'éducation nationale. Non, enfin, je pense que les parents ont leurs responsabilités, évidemment, mais c'est une responsabilité qui n'est pas fortement assumée et partagée parce que certains parents n'ont pas du tout cette culture de l'éducation et de l'enseignement de l'école et malheureusement, ils ne s'impliquent pas assez non plus pour accompagner leurs enfants. Et même certains parents d'ailleurs qui ont été à l'école également ne suivent pas les enfants euh, assez bien à la maison, ne les accompagnent pas pour qu'ils fassent leurs devoirs. Souvent, pour ceux qui en ont les moyens, délèguent ça à des professeurs comment ils appellent ça, des maîtres qui viennent les faire réviser, ou d'autres alors se contentent juste de les envoyer pour des cours du soir, des cours de révision et tout ça. Donc, c'est un problème criard. Enfin, c'est quelque part, moi, je pense même que cela fait partie des conséquences de l'inefficacité du système éducatif, enfin des causes du moins de l'inefficacité, parce qu'après, le point 3, c'est les conséquences, on va en parler, et sur la vie des Guinéens au quotidien et sur l'économie également, mais c'est que les causes, c'est d'une part le fait que le système éducatif soit est en faible niveau, qu'ils aient moins de moyens, que les enseignants soient moins formés, qu'on mobilise moins les ressources. Diobati en a parlé, et nous, le recteur de Zérékoré, qui était ancien directeur de l'Institut Géomine de Boké, on a parlé avec lui du projet de Géomine, où il nous dit qu'il n'est plus directeur là-bas, mais le taux d'encaissement du financement que lui, il avait obtenu à travers, j'ai oublié l'institution, si c'était la Banque mondiale ou quelle institution, le taux d'encaissement, de l'État ou le taux de décaissement de ce projet-là est assez faible. Ça, c'est un problème de la Guinée. C'est même pas que l'enseignement. C'est un problème. C'est soit les taux, on obtient difficilement les financements, nous les Guinéens, contrairement à d'autres pays, pour plusieurs raisons. Il y a des financements qui sont gratuits et il y a d'autres qui sont remboursables. Et la Guinée est un pays qui est connu comme étant un pays mauvais payeur de ses dettes. Donc, pour ce qui est des financements qui doivent être remboursés, on les obtient difficilement parce qu'on est des mauvais payeurs. Et c'est normal. Maintenant, pour ce qui est des financements aussi qui sont gratuits, on obtient moins parce qu'on ne sait pas bien chercher ces financements-là. On n'a pas des équipes solides, des ressources humaines qui savent mettre en place les conditions qui permettent de les obtenir, que ce soit dans le public ainsi que dans le privé, hein, puisque les startups qui récupèrent beaucoup plus de financement dans la sous-région, on a vu le Sénégal, la Côte d'Ivoire, parmi les pays francophones, mais parmi les pays anglo-saxons, ils sont largement devant, que ce soit le Nigeria, le Kenya et tout ça. Il y a des pays qui ont engrangé plus de $1 million de financement pour leurs startups. Donc, c'est un problème criard qui existe. Et comme je le disais pour le public, c'est que on n'arrive pas à mobiliser assez de fonds. Et quand on les mobilise, quand on nous accorde les financements, on ne les décaisse pas totalement. Parce que quand on les décaisse, on ne fait pas exactement tout ce pourquoi on les a reçus. C'est soutiré ça et là, c'est volé ça et là. Et malheureusement, ça fait que les projets soit ne voient pas leur jour et l'argent qui a été décaissé sera décaissé que partiellement. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup. Diobati, avant qu'on passe, parce qu'en fait, il y a un facteur externe aussi qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire l'implication des aides étrangères. Tout à l'heure, Daguité en faisait cas, les subventions que nous recevons qui sont très mal réparties, qui ne sont pas très mal. Je pense que beaucoup en ont parlé. Hein. On aura besoin d'un point de vue, du point de vue de Mamadi Diobati, qui est un peu en lien avec le monde international par rapport à la connexion qu'il a avec la Guinée, notamment au niveau du système éducatif. Mais bien avant, est-ce que quelqu'un, Chérif ou Diobati, vous avez une expérience, quelque chose à ajouter par rapport à l'implication des parents dans le système éducatif, dans l'éducation des enfants? Par rapport... Excusez-moi, en fait, j'ai accès, je peux partager la vidéo en direct, mais je n'ai pas accès au compte de l'association, en fait.
Est-ce que tu peux m'ajouter comme La modérateur? mine, tu peux l'ajouter comme administrateur, s'il te plaît, tu peux le faire, la mine. Je ne peux Bah, pas faire tout ça. Je sais que je suis en train de regarder là. Chérif, on Je t'écoute. profite pour glisser quelque chose. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. À chaque fois que quelqu'un intervient, peut-être qu'il serait bien d'activer la caméra. Je ne sais pas. Ce que vous en Et pensez. si on peut tous le faire, d'ailleurs, quand on va être, si on est sur Zoom, on est partagé sur la page Facebook, ce serait bien que les gens voient qui parlent, parce que voilà, c'est important. Donc, si jamais les gens peuvent activer leur vidéo, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez le faire. N'ayez pas, vous êtes tous beaux, hein, activez vos caméras. Alors, Chérif, du coup, on t'écoute. Ouais, au fait, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la responsabilité des parents. En fait, ce que je veux souligner d'abord, c'est qu'il y a quand même des parents qui payent très cher pour que leurs enfants puissent étudier. Tout à l'heure, je pense que c'est Diakité qui a souligné quelque chose, qu'il y a beaucoup de parents qui s'orientent vers les écoles privées. D'accord? Et il y en a qui payent très, très cher, aussi bien pour les cours classiques dispensés que pour les révisions. Mais il se trouve que les attentes ne sont pas là, au fait. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ces écoles privées-là aussi ne sont pas suivies par l'État. Au fait, c'est pas... il n'y a pas de suivi réellement dans ce que font les écoles privées, dans ce que font les enseignants qui dispensent les cours de révision. Donc, à ce niveau, il y a un problème. De l'autre côté, ce que nous savons que quand même, il y a une partie très importante de la population guinéenne qui n'a pas été à l'école, qui n'est pas instruite. Donc, il y a pas mal de parents qui ont leurs enfants actuellement comme élèves, qui veulent bien les suivre, mais malheureusement, ils ne peuvent pas parce qu'eux, ils n'ont pas été à l'école, donc ils ne savent pas réellement comment faire. Tout ce qu'ils ont comme possibilité, c'est quoi? C'est de s'orienter vers les enseignants qui dispensent des cours de révision ou alors vers les écoles privées. Et tout à l'heure, j'ai souligné le problème qu'il y a à ce niveau. Et la troisième partie, c'est que les élèves qui sont issus de familles intellectuelles, généralement, il y a un suivi là. Donc, moi, par exemple, quand je parle de mon expérience, c'est que la plupart de mes amis qui ont quand même réussi à se démarquer et voilà, par exemple, à figurer parmi les meilleurs pendant les examens, avoir des bourses, ce sont des personnes qui sont sorties de familles intellectuelles, au fait, qui ont des bibliothèques à leur disposition, qui sont suivies soit par leur papa ou par leur maman. Donc, il y a aussi cette catégorie-là, mais il y a aussi d'autres enfants qui sont bien issus de familles intellectuelles, mais qui ne sont pas suivis parce que les parents, ils n'ont pas, au fait, le temps de les suivre. Ce sont des parents, par exemple, qui sont cadres, qui sont fonctionnaires, qui sortent le matin et rentrent tard le soir, donc ils n'ont pas la possibilité de suivre leurs enfants. Et eux aussi, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se tournent soit vers les enseignants pour réviser les enfants, ou alors vers les écoles privées. Et malheureusement, à ce niveau aussi, ça ne donne pas vraiment ce qu'ils souhaitent. Donc, il peut y avoir d'autres cas, donc, mais moi, je pense à ces quatre catégories-là. Donc, voilà, quoi, je pense que l'État pourrait structurer tout ça aussi. Les écoles privées, quels sont les cours qui y sont dispensés? Comment est-ce que les cours sont dispensés? Comment se font les cours de révision? Et évidemment, un autre point qui est très important, et je pense que d'ailleurs ce travail, il est en cours, j'espère vraiment qu'il va aboutir, c'est essayer de revoir le programme. Parce que tout à l'heure, Tano, tu as dit quelque chose, c'est que la façon dont les cours sont dispensés en Guinée et la façon dont les cours sont dispensés ici, c'est très différent. Qu'est-ce que je veux dire par là? En Guinée, c'est très théorique. C'est-à-dire que l'enfant, dès le bas âge, il faut l'orienter vers la créativité. Et nous, généralement, au niveau de l'école primaire et secondaire, on amène les apprenants à réciter. Il y a même des enseignants qui disent il faut que tu récites et que tu restitues exactement comme je t'ai donné. Alors qu'à ce niveau, OK, on peut faire cela, mais il faut aussi accompagner l'apprenant, il faut accompagner l'élève dans la créativité, de sorte qu'il puisse développer ses propres réflexions. Et ça, pour le moment, ce n'est pas suffisamment intégré dans le programme guinéen. Donc, je pense qu'en travaillant sur le programme, en essayant de contrôler ce qui se fait dans les différents établissements, que ce soit public ou privé, en essayant de voir ce que les enseignants dispensent comme cours de révision, peut-être que ouais, on pourrait impacter sur les efforts que font les parents pour l'éducation de leurs enfants, notamment ceux qui s'orientent vers les écoles privées ou alors les enseignants, afin que leurs enfants puissent réviser, parce qu'eux, ils n'ont soit pas le temps, soit ils n'ont pas été à l'école ou pour d'autres raisons.
Tout à fait. Merci, Chérif. J'ai abordé une question très importante, surtout par rapport, quand tout à l'heure on parlait de l'apport des parents dans la formation des enfants. On a un gros souci, on a un gros problème du fait que les parents, la plupart de nos parents, ils ne sont pas scolarisés, donc en aucun cas ils peuvent apporter un plus à l'éducation de l'enfant. Si ce n'est que par le moyen de trouver un enseignant à domicile, et ça coûte cher. Et on sait tous combien ça coûte en général. Donc, le problème, vraiment, il est là. La responsabilité parentale, je pense qu'elle est très limitée dans la construction de l'avenir de nos enfants. Alors, Mamadi Dioubate, je voulais répondre sur un point, sur le programme. Au début, je parlais de profil, la façon dont les enfants apprennent. En fait, on a des profils qui sont fusés, qui veulent que tous les enfants apprennent de la même manière. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque enfant a sa façon d'apprendre et chaque niveau a sa façon d'apprendre. Donc, la pédagogie devait s'adapter et le programme, surtout, devait beaucoup changer. Espérons qu'il y aura des réformes allant dans ce sens. Mohamed Dioubate, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à la responsabilité parentale? Younoussa, vous pouvez arrêter. Alors, très rapidement, en 2 mots, je pense que c'est très pertinent ce que vous dites, mais moi, je me place un peu en porte-à-faux avec vos différentes opinions parce que j'ai des souvenirs très précis d'une association qui existait à l'époque qu'on appelait APAE. Je ne sais pas si vous l'avez eu dans vos différentes écoles primaires, mais il me semble que si, dont le paiement était de 2000 francs à l'époque. Mais l'enjeu le plus important, c'était de réunir les familles avec les parents d'élèves et les enseignants autour d'une association. Et cette association avait pour but simplement de discuter individuellement les problèmes de chaque enfant. Moi, je me souviens très bien que quand mon papa venait de l'association des parents, en tout cas de la réunion de l'association des parents d'élèves, il avait des reproches très précis que madame me faisait à l'époque et donc on corrigeait cela à la maison. Et je pense que c'est un moyen qui lie à la fois l'État et les parents dans ce sens-là. Alors, c'est vrai que ce n'est pas totalement faux que les parents soient instruits, donc ça facilite un peu l'instruction des enfants à la maison, mais moi, je suis complètement l'inverse de ça. Mes parents, ma mère n'a pas très bien évolué à l'école, donc je ne pouvais pas compter sur elle pour m'enseigner quoi que ce soit à l'époque. Mais voilà, je me suis débrouillé, j'ai été parmi les meilleurs à l'époque. Donc, c'est pas... Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il est certain qu'il y a une corrélation entre le niveau très bas des élèves et l'implication des parents dans l'enseignement de leurs enfants. Et encore faut-il peut-être appuyer, je pense que l'association Gandal pourrait faire de cela l'une des voies de leur plaidoyer, si ce n'est pas fait, en remettant en place ces associations-là, l'association des parents d'élèves en lien avec les enseignants, parce que d'un côté, ça met la pression sur les enseignants en leur disant écoutez, vous n'êtes pas seuls, on est derrière vous, c'est quand même nos enfants que vous enseignez, et faites le bien surtout. Et de l'autre côté, les enseignants aussi. C'est top pour le lancement. Merci. De l'autre côté, les enfants, les parents d'élèves pourraient simplement dire écoutez, c'est nos enfants que vous enseignez, et donc faites le bien. Et de l'autre côté, les enseignants pourraient simplement dire écoutez, faites votre boulot parce qu'on leur donne quand même des devoirs à la maison, etc. Donc surveillez-les. Je pense que c'est un moyen de pression assez important sur les enfants et ça pourrait améliorer l'enseignement. Pardon, excusez-moi, mais éteignez. J'ai fini, Ousmane. Merci, Mamel Dioubate, pour ton intervention. C'est vrai qu'on avait oublié ce point par rapport à l'association de parents d'élèves. Moi-même, je me rappelle, ça, c'était une responsabilité, mais l'association en question avait une relation avec l'école. Mais quand nous parlons de responsabilité parentale, ça ne s'arrête pas, ça ne se limite pas qu'à ce niveau. Il y a aussi côté suivi des devoirs, suivi des cahiers, parce que moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, mes parents, je n'ai pas eu cette chance d'avoir des parents qui ont fait l'école. Donc, quand je revenais à la maison, ce qui les importait, c'est de prendre le Coran, quoi. Mes cahiers, personne ne les était inclus, donc je me suis démerdé tout seul. Donc, on parlait en fait de ça par rapport du fait que les parents, on a des parents qui ne sont pas instruits et qui, du coup, qui peinent à trouver un moyen d'accompagner leurs enfants dans leurs études. Donc, effectivement, c'est un problème. Après, je comprends ton point de vue par rapport à l'association au niveau des parents, mais c'est insuffisant à mon avis. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à la responsabilité
Ibrahim de AZESI, tu as un point de vue à ajouter ou pas? Ouais, juste vite fait, en fait, en deux mots, juste pour ajouter par rapport à ce que Chérif Diobati a on dit tout à l'heure, là, c'est vrai qu'il y a des parents déjà, la majeure partie n'ont pas été scolarisés, depuis ils ont des difficultés à aider les enfants à la maison, mais il y a énormément de parents aussi qui n'ont pas été scolarisés ou qui ont été scolarisés, mais qui n'ont pas le temps de donner des cours aux enfants, qui aimeraient avoir des gens pour donner des cours à la maison. Mais ils n'en trouvent pas du tout. Donc, il faut le souligner, en fait, il y a il y a ce manque de ressources, en fait, en termes d'enseignants pour donner des cours à la maison, dû au, enfin, c'est un terrain vague, en fait, parce que, juste pour exemple, moi, j'ai donné, lorsque j'étais à Conakry, je donnais des cours, de soutien scolaire à domicile, mais les parents, avant que, je commence à donner des cours à ces enfants, ils avaient vraiment cherché des gens, et ils pouvaient pas, ils avaient trouvé quelqu'un au début initialement, mais finalement, ils ne faisaient pas le taf, en fait. C'est soit tu trouves quelqu'un et il se trouve que finalement, il est là juste pour l'argent, en fait, il ne fait pas son boulot, ou tu peines à trouver des gens. Donc, c'est quelque chose de très important, en fait. C'est carrément un terrain vague. C'est un parcours de combattant de trouver quelqu'un pour donner des cours de soutien scolaire à domicile chez nous en Guinée. Bien qu'actuellement, j'ai vu quelques structures qui commencent à mettre des sites en ligne pour mettre en relation des parents et des élèves, mais c'est carrément inexistant. Donc, voilà. Merci. Merci, Ibrahim. Donc, c'est tout à fait un problème. C'est un problème très important. Merci pour ton intervention. Mohamed Diobati, nous voulons avoir un angle extérieur. Est-ce que tu penses l'implication de la, je ne dirais pas communauté internationale, mais l'implication des pays étrangers, notamment la France, dans le système éducatif guinéen, il a un apport considérable ou c'est plutôt un handicap? Est-ce que tu as quelque chose à nous faire comme commentaire par rapport à ce angle-là? Alors, très rapidement, la France soutient différents pays de la sous-région en matière d'éducation en particulier, à travers l'UNICEF, à travers d'autres programmes des Nations Unies dans ce sens-là. Alors, du point de vue de la bilatéralité avec la Guinée, je pense que depuis le coup d'État, il y a beaucoup de choses qui ont été arrêtées complètement parce que les partenariats n'étaient pas ça et les fonds n'étaient pas débloqués comme le disait Diakité ou partaient simplement pas au bon endroit. Mais il y a je connais beaucoup d'ONG internationales françaises qui interviennent justement dans le domaine de l'éducation en Guinée. Mais le problème qu'elles rencontrent en général, je me souviens très bien avoir accompagné une association qui s'appelle EducIndia, qui a voulu mettre en place à l'époque, remettre en place à l'époque l'association des parents d'élèves dans plusieurs lycées et collèges publics à Kindia. Mais la difficulté, c'était justement de débloquer les fonds au niveau de l'État, parce que dans le budget général de l'État, le volet éducation nationale a toute une ligne dédiée justement à financer ces structures-là, et ces financements n'étaient jamais débloqués. Et j'ai le souvenir très précis, il me semble qu'il y avait un problème politique où le maire de l'Abbé n'était pas, entre guillemets, dans la mouvance à l'époque. Et donc, ça forcément… Donc, Kindia était, entre guillemets, pénalisé parce que simplement, le maire de la ville ne faisait pas partie du pouvoir en place. Et donc, c'était assez compliqué pour les ONG. Et la France avait certes débloqué sa part de participation à l'époque à travers le maire de l'Europe et des Affaires étrangères, mais l'État guinéen n'a pas pu et finalement le projet a été simplement stoppé à ce niveau-là. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça d'ONG internationales qui ont de très bonnes volontés et qui arrivent à récolter des fonds au niveau international à destination des pays comme la Guinée. Mais quand elles arrivent sur place, elles ont réellement la difficulté d'abord de négocier avec les élus locaux en lien avec les gouvernants à Conakry. Et c'est très compliqué de travailler avec eux. Et donc, ce qui bloque in fine justement tout financement dans ce sens-là. Mais voilà, depuis après le coup d'État, je pense que ça commence à aller parce que à travers l'ambassade de France, ils cofinancent pas mal d'actions localisées. L'une des dernières, c'était dans la petite ville de Moussaya, en Basse-Guinée, où ils essayent de mettre en place un projet pilote qui ensuite va se développer un peu partout dans la région. Mais c'est très difficile, encore une fois, de travailler avec les autorités. Et pour terminer,
ce qui est encore plus difficile, c'est que l'administration guinéenne est très dupliquée, c'est-à-dire que l'interlocuteur qui est en charge d'un dossier n'est pas du tout facile à retrouver. Et quand on discute avec le ministère de l'Éducation nationale, tu rencontres les politiques, c'est-à-dire le ministre et son cabinet, mais il y a tout un tas de directeurs qui fantôment, entre guillemets, parfois, qui font des choses théoriquement, mais qui, dans la pratique, n'ont pas assez de marge de manœuvre. Donc, tout est lié aux politiques, donc c'est très compliqué d'avancer sur ces choses-là. Donc, il y a ces différents aspects que je voulais souligner. Mais sinon, après, à part la France, il y a d'autres. Dans la multilatéralité, cette fois, il y a l'Union européenne qui cofinance pas mal d'actions, notamment dans ces pays-là. Il y a des fonds qui sont disponibles à l'international, mais encore faut-il savoir où sont ces fonds et encore faut-il les mobiliser pour aller justement dans ces pays-là. Et c'est une vraie difficulté. Tout à fait. C'est une difficulté, c'est une vérité alarmante. Alors, merci beaucoup pour Diobaté pour cette intervention. Je pense que tu as abordé pas mal de points intéressants par rapport surtout à la complicité, en fait, du fait que l'administration, sa collaboration avec les institutions étrangères ou même les institutions locales, les associations, les ONG, c'est tout à fait un problème, un réel problème. Moi, je vécu l'expérience quand j'étais là-bas, on était dans une ONG, on travaillait dans l'annocivisme, mais c'était pareil, on avait fait des enquêtes auprès des écoles pour évaluer la qualité de l'enseignement, mais la collaboration, elle était très compliquée, elle était très difficile, donc je vois bien de quoi tu parles là. Et du fait que aussi le secteur il est politisé, c'est un autre problème, je pense que tu as bien fait de le souligner. Alors, Mohamed Diakité, qui vient de la Guinée il n'y a pas très longtemps, est-ce que par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu avais connu les mêmes problèmes avec l'administration guinéenne quand tu étais parti avec le projet kit scolaire, pardon? Bon, pour ce qui est des kits scolaires, j'avoue, je ne fais pas partie de ceux qui gèrent le projet. C'est que Gandal a un système de fonctionnement particulier. Il y a le bureau qui est composé de 5 membres, dont moi je suis membre depuis le renouvellement en juillet 2022. Depuis la création de l'association, il y a eu, ça fait 2 ans de cela, donc il y avait eu un premier bureau qu'on renouvelle tous les 2 ans. Mais au sein de la structure, les membres qui ne sont pas dans le bureau, on a différents projets. Et dans chaque projet, le projet kit scolaire, il y a une chef de projet qui s'appelle Oumou Diallo, qui est aux États-Unis, et certains membres sont en France ou ailleurs, et d'autres sont en Guinée. Maintenant, dans ce groupe-là, il y a un membre du bureau qui chapeaute le projet en question. Il y a la chef de projet et ses membres, et un membre qui chapeaute. Maintenant, récemment, on vient de créer un coordinateur pays, un poste de coordinateur pays pour la Guinée, puisqu'on entend élargir Gandal à d'autres pays et on compte fonctionner comme ça. C'est qu'on a des membres en Guinée, mais maintenant, on a élu un coordinateur pays. Donc, celui-là, qui est aussi membre du projet kit scolaire, il travaille avec les autorités locales et aussi en partenariat avec certaines associations telles que JCI. Mais vu que je ne participe pas toujours aux réunions de cette commission, puisqu'il y a plusieurs commissions et moi, personnellement, j'étais dans une autre commission, je n'ai pas forcément les tenants et les aboutissants des préparatifs, comment ils ont fait, mais je sais quand même que dans un premier temps, on n'a pas comment ça s'appelle, de convention avec le ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. On n'a pas encore de convention avec eux. Et justement, on aimerait faire ça. Donc, pour le moment, on passe directement par les établissements en question et aussi la mairie ou la préfecture, ou parfois la sous-préfecture aussi, qu'on essaie d'impliquer, pour leur dire que nous, voici, on vient avec un projet de kit scolaire, on essaie de connaître le nombre d'élèves dans l'établissement et le nombre d'enseignants aussi. On se fixe un objectif, on fait les calculs des estimations pour dire qu'il nous faut telle somme d'argent pour fournir tel nombre d'élèves. Cette année, c'est 500 élèves, donc pour fournir les 500 élèves en kit scolaire et aussi les enseignants en matériel pédagogique. Mais j'aurais du mal quand même à vous dire les détails de comment ça s'est passé avec le sous-préfet, comment ça s'est passé avec la direction. Je n'ai pas tous ces détails-là. D'accord, merci quand même pour tous ces éléments. Ça fait partie de ce qu'on cherchait déjà. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de voir à quel point l'État
est responsable de la mauvaise qualité du système éducatif et en quoi il constitue un obstacle à ceux qui veulent apporter leur aide. Parce qu'il y en a pas mal comme des associations qui débarquent, qui ont du mal à s'en sortir, bien qu'il y en a qui en font une forme de commerce, on le sait tous. Alors, par rapport, je pense que l'état des lieux, on en a assez parlé et le problème que la Guinée rencontre dans ce système-là, on a assez abordé. Il y a juste un élément que je voulais qu'on aborde vite fait parce qu'il est 18h21, donc on est vers le désert, bien qu'on avait perdu 30 minutes. Est-ce que pour vous, vous pensez que la langue d'enseignement, elle fait défaut? Est-ce que l'absence de langue locale dans l'enseignement, c'est un problème? C'est un facteur qui freine un peu le système éducatif parce qu'en fait, on nous enseigne dans une langue internationale que nous ne maîtrisons forcément pas. Ce n'est pas comme si le français était notre langue maternelle. Est-ce que vous avez un point de vue vite fait? Ceux qui vont prendre la parole, qui ne soit pas très long, je vais commencer par le shérif. Est-ce que vous pensez que ça peut constituer un obstacle, et ça constitue déjà un obstacle dans le fondement même du système éducatif guinéen? Alors, ouais, heureusement que c'est un point de vue parce que, ouais, en gros, je n'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus. Quand je dis recherche, de recherche scientifique pour appuyer mes arguments. Du coup, c'est pourquoi je dis heureusement que c'est un point de vue. Moi, je pense qu'au contraire, à côté du français, on devrait en plus intégrer l'anglais pour vraiment nous permettre d'être compétitifs, c'est-à-dire de faire carrière à l'international, même si je trouve qu'on pourrait aussi insérer nos langues locales pour les valoriser afin qu'elles ne meurent pas, parce que c'est quand même important, ça constitue notre première identité. Mais pour écouter, si par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire, les cours sont dispensés en français et que ça fonctionne pas mal pour eux, pourquoi ça ne devrait pas fonctionner pour nous? Et pour davantage nous rendre compétitifs, pour pouvoir aller titiller les autres à l'international, pourquoi pas insérer d'ailleurs l'anglais dès le bas âge et exiger que pour faire certaines options, il faut avoir par exemple un niveau B2 en anglais afin de pouvoir vraiment, en fait, en faire un critère. Maintenant, à côté, je pourrais peut-être suggérer qu'on insère les langues locales pour les valoriser, pour ne pas qu'elles meurent, pour nous permettre quand même de garder notre identité. Après, je le précise, c'est une opinion, en fait. Ce ne sont pas des recherches qui sont fondées sur... enfin, ce ne sont pas des arguments qui sont fondés sur des recherches, quoi. C'est parfait, les opinions aussi, ça a de la valeur. D'autant plus, c'est évoqué par des personnes qui ont vécu le système lui-même. Donc, je pense que ça a une importance capitale. Ibrahim, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce point côté linguistique? Vite fait, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Chérif, en fait, dans le fait de dire, OK, bah, il faudrait intégrer l'anglais. Moi, je pense que c'est carrément indispensable, en fait. Pourquoi ne pas faire comme, d'ailleurs, enfin, le Rwanda qui a mis le français de côté au détriment de l'anglais parce que déjà, de base, sont de langues étrangères et la finalité de ces langues, c'est d'être compétitif à l'international. Sinon, on pourrait bien utiliser nos langues locales, quoi. Du coup, ça, je suis entièrement d'accord par rapport à ça. Et le fait de dire, OK, comme dans les autres pays en France ici, la façon dont ils enseignent, par exemple, l'espagnol, l'allemand, enfin, au primaire, ce genre de langue pour initier les gens, on pourrait faire de même pour nos langues locales. Bien que le fait de dire, OK, on étudie dans nos langues locales, ça, enfin, je trouve que c'est carrément pas faisable dû à la diversité des langues, en fait. Ça sera très compliqué. Ça reviendrait à utiliser autant le français que l'anglais, en fait, en termes de difficulté de mise en place. Donc, ouais, je pense qu'on aurait à gagner à rajouter une langue locale dès le bas âge et à valoriser l'anglais, quoi. Parfait, merci Ibrahim. Amadou ou Mamadi, vous avez quelque chose à ajouter sur cet élément-là? Oui. Oui, moi j'ai quelque chose à ajouter. Tout à l'heure, avant la réunion, lorsque je faisais des recherches, justement, j'étais tombé sur un article où un journaliste faisait l'état des lieux, enfin, c'est pas vraiment l'état des lieux, mais en quelque sorte, les gros événements qui ont impacté le système éducatif guinéen. Et parmi ces événements-là, puisqu'il les a listés en fonction des années auxquelles ces événements sont survenus.
C'était dans les années 72, justement. Il parle de la radicalisation de la révolution suivie de l'enseignement de toutes les matières dans les 8 langues nationales, d'une part, et d'autre part, la disparition des filières techniques dans les rares lycées qui en disposaient. Donc, c'est que ça a commencé en 68. Il a listé plein de choses, plein d'événements, jusque dans les années 2000. Donc, bon, eux, ils partent sur ce principe-là. Ça faisait donc 8 langues nationales qui étaient utilisées. Moi, dans un premier temps, pour ceux qui ont intervenu, j'avoue, je ne sais pas comment rejoindre le Commonwealth et tout ce que ça implique, mais j'ai appris que récemment, je crois que c'est le Gabon et le Togo qui ont rejoint le Commonwealth ou qui sont en train de rejoindre le Commonwealth. C'est que personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la langue française, c'est une très belle langue et tout est riche, mais moi, je me suis rendu compte que les pays anglophones et anglo-saxons, surtout en Afrique, sont des pays qui se développent le plus, qui s'en sortent le mieux. Donc, je sais que pour la science dans le monde, quel que soit le domaine, moi, dans mon secteur ou d'autres domaines, les documents qu'on peut trouver en ligne, qui sont gratuits, les articles ou même payants, certains documents qui sont très bien faits sont en anglais. Okay? C'est un domaine qui est riche scientifiquement et économiquement. On n'en parle pas. Le monde, le business au niveau mondial, c'est surtout l'anglais. Et moi, je pense que cela a aidé beaucoup de pays et le Rwanda en est le parfait exemple. Donc, moi, personnellement, j'ai grave envie que la Guinée rejoigne le Commonwealth, par exemple, et éventuellement, peut-être qu'on ne va pas faire de l'anglais la première langue, mais je voudrais vraiment qu'on utilise beaucoup l'anglais. Maintenant, pour ce qui est de nos langues, pour ne pas qu'elles se perdent, oui, pourquoi pas, moi, personnellement, ce que je vois, c'est qu'il faudrait qu'on mette une langue au-dessus des autres langues, mais par région. C'est que je sais que le Fouta ou même la Basse-Guinée, ce n'est pas seulement le Soussou. Le Soussou a absorbé toutes les autres petites ethnies qu'il y a, les Landouma, les Baga. Moi, j'en ai connu les Landouma, des Baga qui parlaient leur langue, mais il y en a de moins en moins. Ils ont été absorbés par ce qu'on appelle la communauté Soussou. Donc, pour moi, en Basse-Guinée, par exemple, il faudrait que ce soit le Soussou qui soit utilisé en plus du français comme première langue. Que ce soit dans les serments, que ce soit dans l'administration, s'il y a des communiqués qui sont faits, que ce soit fait seulement en français et en Soussou pour ceux qui est de la Basse-Guinée. Pour ceux qui est de la Moyenne-Guinée, que ce soit le Pulaar. On sait qu'il y a des communautés qui ne sont pas Peul, mais qui sont Hali Pulaar ou qui ne le sont pas du tout en Moyenne-Guinée. Mais aujourd'hui, la communauté qui domine, qui est majoritaire, c'est le Peul, c'est la communauté Peul. Donc, c'est comme ça, je le vois, et ainsi de suite. Pour la forêt aussi, parmi les 8 langues que Sékou Touré avait choisies, je sais que la majorité, c'est en forêt, c'est ce qui amène à 8 langues. Mais en Guinée, on a quand même, au-delà de 8 langues, hein, on a une vingtaine d'ethnies en Guinée, et même les derniers arrivés qu'on pourrait compter, que ce soit les Libano-Syriens ou autres qui sont vraiment purement guinéens. Vous voyez? Mais pour dire qu'on pourrait choisir une langue par localité et ne serait-ce que certaines matières, que ce soit les petits contes ou quelques cours d'histoire qui vont être faits dans ces langues-là. Moi, je ne vois pas quand même qu'on va en faire des matières scientifiques et tout ça. Non, parce que justement, certains, comme je le dis dans cet article, beaucoup de gens pensent que ça a commencé, bon, ça n'a pas commencé par ça, mais ça fait partie de ce qui a fait chuter le niveau de l'enseignement en Guinée et les politiques d'enseignement de masse. J'ai même vu d'autres livres aussi écrits sur le régime Sékou Touré qui dénonçaient cela lorsqu'on a fait de l'enseignement de masse et surtout, ensuite, on a décidé d'enseigner dans nos langues. En fait, il y avait plusieurs langues, quoi. Il n'y avait pas qu'une seule langue. Donc, voici ce que je voulais rajouter. Merci. D'accord, merci Amadou. On a compris. Tu es en faveur du retour de langue locale dans l'enseignement et beaucoup plus, comme Ibrahim disait tout à l'heure, focalisé sur l'anglais. Mais je pense que rentrer dans le Commonwealth, est-ce que vous pensez pas ça va créer un déséquilibre? Là, ça va être un autre débat. Mohamed Dioubati, on t'écoute si tu as quelque chose à dire. Ousmane, s'il te plaît, tu me permets juste pour ajouter quelque chose. Vu qu'on parle de l'éducation globale, je pense que nos langues locales, elles pourraient être utiles surtout dans l'aspect alphabétisation. Tu vois, au fait, il y a un public quand même, tu vois, nos aînés. Il y en a qui n'ont pas été à l'école. Nos mamans font de petits commerces. Parfois, nos papas qui sont démunis, qui ont besoin, au fait, d'écrire quelque chose, de calculer de petits trucs. Donc, peut-être que ces langues pourraient être utiles surtout au stade d'alphabétisation, aussi bien pour les petits que pour nos aînés aussi. Juste pour leur permettre de tenir leur compte, d'écrire quelque chose, de mentionner quelque chose dans leur petit livre. Et pour nos enfants, au stade d'alphabétisation, et après peut-être là on ne peut pas forcément en faire les dispenser dans les domaines scientifiques, mais au moins au niveau de l'alphabétisation on pourrait peut-être les utiliser. Alors ça c'est notre volet, ça peut être intégré le volet formation continue,
Parce que quand tu parles de nos aînés, de nos parents, je ne pense pas que le système éducatif actuel guinéen pourrait les concerner. Ça concerne plutôt les enfants, comment est-ce qu'ils peuvent revenir sur de nouvelles bases et ne pas avoir le même problème qu'on a aujourd'hui, que nos parents ont aujourd'hui. Mais oui, pourquoi pas. Alors, Dubaté, Mamadi Dubaté, tu as quelque chose à dire par rapport à l'absence de langue locale dans l'enseignement ou à l'absence d'une véritable insertion de l'anglais dans le système? Oui, deux choses rapidement. Enfin, je confirme que le Togo et le Gabon ont rejoint le Commonwealth il n'y a pas très longtemps, entre 2018 et 2020. Alors, en ce qui concerne les langues locales, enfin, moi, je suis très mitigé là-dessus parce que on dit que la Guinée est une famille. Je serais très curieux de savoir quelle langue faut-il alors accepter à Dabola, ou quelle langue faut-il accepter aujourd'hui à Zérékoré, ou même en Basse-Côte, dont le Soussou domine très fortement. Et voilà, aux grandes dames d'ailleurs des Landouma, des Médiforés et autres. Et en ce qui concerne l'anglais, enfin, il n'est pas forcément nécessaire de rejoindre une structure à dimension internationale type le Commonwealth, parce que en fait, c'est simplement politique et c'est clairement honorifique. La plupart, c'est vrai qu'il y a des programmes spécifiques qui sont financés par le Commonwealth, notamment à direction des pays membres. Il y a aussi des pays, des États observateurs. Donc, avec ce profil-là, la Guinée pourrait très bien bénéficier. Mais le problème est beaucoup plus profond que cela. L'anglais, c'est vrai que c'est un handicap pour nous tous quand on se déplace. Quand on quitte la Guinée pour venir à l'étranger étudier, on voit tout de suite que c'est très difficile. Mais moi, je prône plutôt pour l'insertion des langues locales dans quelques systèmes, je ne sais pas comment dire ça, formation dédiée, appelons-le comme on veut, hein, mais de les insérer dans le programme d'enseignement. Je pense que ça serait bien comme ça que au Fouta, on apprenne par exemple à parler malinké, qu'un prof malinké vienne, ou en Guinée forestière, on apprenne à parler soussou, etc. Donc, ça brasse encore les populations et c'est un moyen, mais encore, c'est très politique parce que Sékou Touré l'avait fait à l'époque. Moi, je me souviens que certains de nos aînés avaient des livres à la maison qui étaient écrits complètement en malinké. Mais voilà, quand je lisais, quand j'étais petit, j'en rigolais même parfois, parce que c'est assez drôle. Mais quel est l'effet de cela sur un pays qui s'est dit être uni ou qui prétend être uni? Encore faut-il voir ça. Le Sénégal, par exemple, est très différent de la Guinée parce que le Wolof est très dominant. Et Macky Sall, à travers son programme, le plan Sénégal émergent 2025 plutôt, à insérer les langues locales dans l'enseignement primaire. Et voilà, les effets sont très mitigés et certains même critiquent cela en disant de toute façon, les enfants peuvent très bien apprendre dans la rue, à la maison, le Wolof, le Pulaar, le Serer, etc., etc. Donc, c'est très difficile de... Voilà, je suis assez mitigé sur la question. Merci. Franchement, c'est pertinent ce que vous dites, les gars. C'est ce qui est pertinent et je pense que l'inquiétude de chacun est tout à fait légitime. Et c'est très complexe, hein, comme tout à l'heure, on m'a dit. On est dans un pays où il y a une véritable diversité et ça pose problème. Déjà, on se souvient tous de la façon dont on commence à fonctionner avec les langues locales, l'insertion de langues locales au début étant de Sékou Touré. Et pourquoi d'ailleurs ça a été supprimé. Donc, toutes ces questions-là, ils vont. Mais c'est important quand même d'en parler parce que ça permet aux uns aux autres d'avoir une position beaucoup plus claire sur le système éducatif guinéen. Alors, il nous reste quelque chose de 30 minutes. Je pense qu'on n'est pas allé dans l'ordre des points qui ont été énumérés dans la table ronde, dans le débat, mais je pense qu'on a fait le tour. Alors là, on va penser plutôt à des solutions. On a assez parlé. Hein. On a parlé de... Je vais arriver à mes notes. Alors, je pense que l'inverse, la solution, ça va être l'inverse du problème qu'on a énuméré. Le programme tout à l'heure dont parlait Chérif, je pense qu'il est capital avec la pédagogie de l'enseignement. Manque des éco-enseignements aussi capital, qui a été abordé au départ, qui a été amendé par Ibrahim Assouri. Et le refus de ceux qui sont formés du niveau pour d'enseigner par manque de motivation au niveau de revenus. Et les conditions d'enseignement, conditions hygiéniques, conditions peut-être même au niveau de la construction, manque d'écoles et l'absence du professionnalisme. La pédagogie, elle est très absente dans le système. Tout à l'heure, Chérif en parlait.
et le budget alloué est très faible et très mal réparti. Mohamed Diakité en a parlé, Mamadou Ba en a fait cas tout à l'heure, et Lamine aussi a parlé de tourment. Alors, si nous parlons de solutions aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez ça pourrait être comme solution palliative? On ne fait que parler, hein. Peut-être ça peut constituer un rapport par après si on a le courage de le faire pour faire des doléances, pourquoi pas, on peut le soumettre au niveau des ministères tutelles, même au niveau pourquoi pas au niveau de la présidence, si on a un jour, on peut le faire. Alors, d'après vous, avant qu'on ne passe à la question phase, à la phase de questions-réponses, quelles sont les solutions qu'on peut avoir pour pallier à ces problèmes de nos jours, si jamais on était à la place de gouvernant? Je vais commencer par Amadou, qui est dans une association qui va dans ce domaine. Nous, on est dans des associations, mais le domaine d'intervention est différent. Donc, Amadou Diakité, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous pensez pourrait être comme solution? Déjà, des solutions que nous pouvons faire à ce moment-là, à notre niveau, et ce qu'on pourra faire plus tard et ce qu'on peut recommander à l'État. Justement, les solutions que nous prévoyons et que certains sont en train de faire en Guinée déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles communautaires. Il y a des communautés qui s'associent, qui essaient de construire des écoles. Donc ça, déjà, plus il y aura d'écoles, mieux ça sera. Maintenant, c'est que quand les écoles sont construites, les communautés ne sont pas en mesure aussi de les entretenir, d'apporter des enseignants. Donc, la moindre des choses que l'État puisse faire, c'est de prendre le relais à partir de ce moment-là. Si l'État n'a pas les moyens de toujours construire des écoles, alors quand les communautés font cela, il faudrait qu'elles prennent le relais. Comme on l'a vu avec Sadio Mané qui a construit une école, qui a construit un hôpital et tout ça. Donc, la même chose d'ailleurs pour les hôpitaux, ça c'est dans le domaine de la santé, c'est ça. Et en attendant ce que nous faisons, on a notre projet kit scolaire, mais on ne veut pas seulement que Gandal soit résumé à ça. Depuis qu'on a commencé, c'est vrai que c'est le principal projet sur lequel chaque année, on se mobilise le plus, on arrive à aller au bout. Mais là, actuellement, on a même un autre projet qui s'appelle Je Code. Le projet, c'est d'équiper une salle informatique à Conakry et d'initier les lycéens et quelques étudiants au codage informatique. Parce qu'on estime que le numérique, c'est super important et c'est incontournable. Donc, il faut des écoles qu'on en construise, que ce soit des communautés villageoises, que ce soit des diaspos, des associations, des ONG, mais aussi il faut équiper les écoles qui existent déjà. Donc nous, les kits scolaires, c'est de venir en aide à des familles, à leurs enfants et à des écoles. Ça aussi, c'est une technique, mais on prévoit également, je crois que c'est Djoubati, il avait parlé de latrines et tout, mais c'est vrai et c'est catastrophique. Pour ceux qui ont étudié dans des écoles à Conakry. Et moi, je vais ouvrir une petite parenthèse. Lorsque je suis parti en ville pour voir la ministre, je suis passé par le lycée de 2 octobre. J'y ai fait mon lycée et c'est le lycée public le plus, je dirais, qui a le plus de moyens, qui reçoit le plus de financement parce qu'il est au cœur du centre-ville. Il y a l'ambassade de France parfois qui finance et les ministères sont à côté. Il y a beaucoup de financement et récemment, d'ailleurs, il a été rénové et le terrain de basket. Mais ce jour-là, quand je suis allé en ville, je suis passé parce que j'avais envie de faire pipi. Je suis passé dans l'école, je suis allé et les toilettes, c'était catastrophique. Et moi, il y a quelques années encore, avant de quitter Conakry, lorsque je faisais mes démarches, c'était comme ça. Alors que pendant mes études quand même, l'école avait un système interne qui faisait que chaque samedi, il y avait une période prévue par promotion, je crois que c'était par promotion, pour nettoyer les toilettes. Si ce samedi, c'est la promotion 12e SM, le samedi prochain, ça sera la promotion peut-être 11e SM, ainsi de suite. Les toilettes étaient propres et le proviseur, en ce moment-là, quand même, il mettait de l'argent pour que les étudiants aient le matériel nécessaire pour nettoyer les élèves. Donc, ça, c'est un système interne à l'école. Mais je vous assure, là, il y a eu la rénovation de l'école. J'ai vu les images récemment. Quand je suis passé, ça n'avait pas vraiment commencé. Ils ont fait ça rapidement. Mais je ne pense pas qu'ils aient rénové les toilettes. Donc, vous voyez, il y a les toilettes aussi, les latrines. Nous, on prévoit de pouvoir rénover des latrines, pouvoir faire les trucs d'adduction d'eau et aussi de panneaux solaires. Là, mais on n'a pas encore trouvé des partenaires pour ça. On est en train de chercher. Et d'ailleurs, Djoubati, c'est super bien que je sache que tu travailles ou tu connais des institutions, tu pourras m'aiguiller là-dessus et j'inviterai les gens à la fin de la réunion à rejoindre Gandal et je vais présenter le projet kit scolaire et nos autres projets. J'espère que vous me donnerez justement ce temps-là. Mais en quelque sorte, voici ce qu'on peut faire pour le moment et l'État, quant à lui, c'est d'augmenter le budget de l'éducation nationale, augmenter le salaire des enseignants, mais aussi veiller à leur formation
Et aussi, il y a un autre article que j'ai vu, je vais le partager d'ailleurs. Le CNT actuel a fait des recommandations justement là-dessus, a fait des recommandations au gouvernement. Et je vais peut-être énumérer assez rapidement quelques points qu'ils recommandent au gouvernement. Ouais, ils demandent par exemple de renforcer le système d'inspection et de contrôle périodique et inopiné. Nous, on savait qu'il y avait des contrôles, il y avait de l'inspection, mais ce n'était pas vraiment inopiné dans les institutions d'enseignement public et privé. Pour les privés, je ne sais même pas trop comment ça se fait, mais bon, pour avoir vécu longtemps en étant voisin d'un directeur national de l'enseignement privé, j'ai grandi avec ses enfants, c'est un de mes meilleurs amis d'enfance. J'avoue que je ne sais pas trop quel était l'impact de ce ministère-là sur les écoles privées, surtout qu'il y a des écoles privées qui ne répondaient pas aux normes, vous voyez. Et ensuite, là, parmi les recommandations du CNT, ils ont parlé d'assainir et sécuriser et actualiser régulièrement les fichiers d'éducation nationale. C'est super important ça. Il y a des enseignants qui ont le statut d'enseignant qui n'enseignent pas, qui sont postés dans des villes et des villages qui refusent d'y aller. C'est la même chose pour la santé d'ailleurs. Vous voyez, c'est un problème systémique, on va dire, en Guinée. Donc, il y a beaucoup de propositions. Je vais partager le lien. Vous allez lire les propositions du CNT. Je pense qu'on retrouvera beaucoup de choses que moi-même je pourrais dire ou que certains d'entre vous diront. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amadou. C'est très pertinent ce que tu as dit. Je rappelle, tu as parlé d'écoles communautaires et tu appelles l'État à renforcer, à accompagner, à prendre la relève de ces écoles communautaires parce qu'on en connaît beaucoup. Même chez moi, dans mon village, nous avons réussi à construire une école. Aujourd'hui, nous manquons des enseignants. Et l'État n'arrive pas à en fournir. Donc, du coup, on a ce problème. Cette année, ça va être catastrophique. Hyper important ce point-là, les écoles communautaires. On appelle l'État à les accompagner. Espérons que ça va le faire. Équiper les écoles des kits comme vous êtes en train de le faire. Et toutes mes félicitations pour vos actions. Et rénover les latrines, c'est hyper important parce que la santé des élèves y va. Et quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, en aucun cas, il pourra suivre un cursus normal. Et impliquer davantage les responsables des écoles par rapport à tous ces paramètres-là. Assainir et sécuriser le système éducatif. Tout à l'heure, Serif en parlait par rapport au système éducatif. Les gens le font parce qu'ils n'ont rien à faire. Il y a certains qui ont déjà des matricules d'enseignement, mais ils ne foutent jamais pied à l'école et qui sont affectés dans des zones très reculées qui n'y vont pas. Mais tout ça, je pense que ça a un lien avec l'absence de responsabilité en tant que telle de la part du gouvernement. Dioubate, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport aux recommandations? Alors, oui, je vais être un peu long, je suis désolé par avance. En fait, moi, en 2017-2018, j'avais publié un article sur Internet qui était intitulé « Faut-il décoloniser l'enseignement en Afrique ?» C'est parti d'un constat assez simple. Je trouve que le système qu'on a importé, en tout cas qu'on nous avait imposé avant les indépendances, n'est plus du tout adapté au monde dans lequel nous sommes. Et on est en train de s'enfoncer là-dedans en Guinée en ce moment, pour ne parler que de notre pays. Alors, le système, moi j'ai un peu une approche holistique du développement, c'est-à-dire que je ne prends pas le système éducatif stricto sensu. J'essaie d'aller au-delà pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter concrètement au système éducatif guinéen. Je vais prendre juste un exemple de pays, la Suisse. J'ai été en 2018-2019 un an dans le cadre de mes études en Suisse. J'ai remarqué très simplement deux choses. La première, c'est que les enfants qui sont à l'école commencent très tôt à se spécialiser dans un domaine précis. Alors, vous allez me dire, ça demande des moyens, etc. Mais en fait, pas du tout, parce que les enseignants, la façon dont l'enfant réfléchit, on essaie de l'orienter en fonction. Et quand ils arrivent aux classes de CM2, la plupart des enfants savent déjà où ils doivent aller. Et ce qui est encore plus pertinent, c'est que la plupart de ces enfants se dirigent vers l'école professionnelle. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et au-delà même de ça, c'est que quand on arrive au niveau du bac, il y a ce qu'on appelle un diplôme de maturité que les enfants passent, en tout cas que les bacheliers passent après avoir obtenu le bac, pour soit intégrer une formation professionnelle ou soit d'aller dans l'enseignement normal. Et donc, la plupart des élèves en Suisse partent vers l'enseignement professionnel. Résultat, aujourd'hui, le taux de chômage est de 3% dans le pays. Le taux d'insertion économique dans le pays est estimé à près de 58%, quand la France est, par exemple, à 41%. C'est-à-dire le nombre de richesses créées par habitant est beaucoup plus supérieur et donc ça finance beaucoup plus de choses en interne. Au-delà de ça, c'est que quand on parle de solutions proposées, je pense que les solutions sont bien connues de tous.
il faut arrêter complètement ce système, j'ai envie de dire, post-colonial qui milite en faveur de ce qu'on pourrait appeler l'enseignement de masse, qui dirige les gens vers un système général qui ne se spécialise pas du tout. Et la conséquence, c'est qu'on crée des chemins, enfin, le chômage, et on crée des étudiants qui se disent diplômés et qui ensuite, in fine, n'ont pas de quoi, n'ont rien du tout. Alors concrètement, ce qu'il faut faire, c'est d'abord effectuer une cartographie qualitative de l'enseignement supérieur, primaire en Guinée et secondaire, c'est-à-dire essayer de mettre en place dès le début un système qui permet justement de comprendre quels sont d'abord les bassins économiques, j'entends par là les bassins en termes d'entreprise, etc. Donc, ce qui crée forcément le lien, c'est pour ça que je parle d'approche holistique avec les ministères productifs, celui de l'agriculture, celui de l'artisanat, celui du commerce, etc., etc. Donc, ces ministères-là doivent avoir un plan d'action qui essaye de mettre en place notamment ce qu'on pourrait appeler un recensement par bassin d'emploi dans le pays. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais obliger les entreprises de plus de 10 salariés à avoir, par exemple, signé une convention qui permette justement aux élèves très tôt de venir en apprentissage de façon très gratuite. Ça pourrait vous sembler un peu banal, vous allez me dire, c'est très difficile dans un village des Tougués ou dans un village de la Haute-Guinée, certes, mais rien que prendre une entreprise familiale dans le domaine de l'agriculture, les enfants pourraient simplement rédiger, connaissent un peu les mathématiques, savent au moins lire et écrire, donc pourrait tenir, j'ai envie de dire, un mini-compte de la famille. Donc, ça pourrait correspondre à une sorte d'apprentissage dès le bas âge. Et donc, ça pourrait inciter l'enfant après, peut-être, à reprendre l'entreprise familiale, s'il s'agit d'une entreprise agricole, etc. Donc, développer tout cela. Et ensuite, la deuxième phase, et pour moi, c'est très important, parce qu'on parle beaucoup de la mine en Guinée, imposer, je dis bien imposer à ces entreprises non pas théoriquement, je sais que ça existe dans plein de conventions, parce qu'en Guinée, on est très fort dans ça, il y a des lois, il y a des machins, tout ça, mais personne ne les applique. Imposer à ces gens-là d'avoir ce qu'on appelle, de signer des conventions qui les obligent à avoir en leur sein au moins 10% de leurs effectifs en apprentissage. C'est-à-dire, ça crée forcément des liens avec Géomine, etc. Donc, obliger à ces gens-là d'intégrer nos élèves d'abord, dès le bas âge, à savoir c'est quoi une machine qui distribue ou qui extrait de la bauxite ou qui fait ci, qui fait ça, toutes les activités connexes à la mine, intégrer les enfants dès le bas âge à avoir cela. Je pense que c'est très important parce que ça a un impact très positif sur leur mentalité et in fine peut-être sur leur carrière. Et donc, ça pourrait inciter justement ces enfants-là à avoir plus clairement possible un avenir proche ou lointain, au moins terme, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai déjà dit, créer le lien entre ministères, parce qu'il est très difficile pour un ministère comme celui de l'Éducation nationale de vivre à vase clos, comme on dit. Et ce n'est pas possible que l'APIP, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a tellement d'agences aujourd'hui, n'ont pas du tout de lien avec l'éducation nationale. Et c'est triste, parce que simplement, je pense que les entreprises se créent en Guinée quasiment tous les jours, il y en a beaucoup, mais rares sont parmi elles qui incluent justement des apprentis en leur sein. Et je pense que c'est assez dramatique et l'État doit justement essayer de mettre en place des stratégies un peu dans ce sens-là. Et à l'image de beaucoup d'autres pays, le Rwanda, c'est ce qui fait aujourd'hui, il y a beaucoup d'apprentis, il y a beaucoup de stagiaires, il y a beaucoup de jeunes qui savent aujourd'hui ce qu'ils veulent, contrairement à un pays comme la Guinée. Et puis, j'en terminerai là, reformer drastiquement le système éducatif guinéen en incluant des nouveautés, notamment, Diakité l'a dit tout à l'heure, dans le domaine du numérique. C'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, ou même les questions de la transition écologique. Un pays qui s'est dit le château d'eau de l'Afrique, et quand on demande à n'importe qui d'entre nous ici combien de cours d'eau existent en Guinée, très peu sauront le dire.
Et voilà, donc inclure les aspects très techniques et les aspects très pratiques de notre pays dans le système d'enseignement, et ça passe forcément par une formation, par une refondation de l'Institut national de la recherche et d'action pédagogique INRAP en Guinée, qui est rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Donc voilà en quelque sorte, moi, les solutions que je vois, et encore faut-il avoir des bons gouvernants pour les appliquer. Bonne question. Bonne question, c'est ça en fait le problème, parce qu'en fait, tu as énuméré pas mal de points qui existent déjà en anglais. Je pense que sur le papier, ça existe. Comme nous avons, du moment où tu as ton BPC, tu as ton brevet, il y a deux types d'écoles professionnelles qui existent, type B et type B. Je sens qu'on en a tous entendu parler. Du moment où tu as ton brevet, tu peux faire soit une sorte de formation professionnelle. Ça existe en Guinée pour être agent technique. Et il y a aussi des écoles de soins de santé communautaires, qu'on appelle là, on peut avoir pour être agent de soins de santé primaire. Il y a des écoles nationales d'agriculture, ENA par exemple, qui ne sait pas qui se trouve dans quelle région. Il y a aussi ENP, l'École nationale des postes et télécommunications. Du moment où tu as ton brevet, tu peux faire ce qu'on veut. Donc, ça part dans ce sens. Tout à l'heure, je parlais de la Suisse. Je pense que le système, déjà dans le système, ça existe en fait. Parce qu'en fait, c'est du copier-coller du système occidental, notamment de la France, que nous avons en Guinée. Mais sauf que l'État ne s'y implique pas pour que ce soit appliqué à la lettre tel que ça a été poussé sur le papier. Je pense que le problème, il est là. Tout à l'heure, tu as posé la question, est-ce que le gouvernement va s'appliquer jusqu'à ce niveau? Je pense que le problème, il est là. Et il y a aussi ANSAC, École nationale de secrétariat, d'administration, de comptabilité. Ça existe en fait, le système, il est très bien foutu, sauf qu'il n'est pas respecté. Ça, le problème. Est-ce que la question, c'est comment est-ce que vous pensez qu'on peut arriver au respect strict de ce système-là? Parce que sortir en fait du système colonial, la façon dont on a le système éducatif, parce que quand il faut décoloniser le système, c'est de ne pas l'appliquer à la française. Et je pense que c'est là où est le problème aujourd'hui. On a une copie française qu'on ne respecte pas, et vouloir n'est pas suivre cela, c'est de créer autre chose qui va nous prendre du temps. Tout à l'heure, on en parlait, basculer vers l'anglais. Tout ça, c'est le problématique qu'il faut voir. Alors, Chérif, par rapport aux solutions, qu'est-ce que tu as ajouté? En fait, pour enrichir le truc davantage, je vais toucher d'autres domaines que Diakité et Dioubate n'ont pas encore touché. Moi, je vais tout d'abord partir au fait des instituts de formation des formateurs. Pourquoi je le dis? Parce qu'il ne peut pas y avoir une éducation de qualité sans enseignants, sans formateurs de qualité. Du coup, je pense que la première chose à faire, c'est de limiter l'accès à l'ISEG et au ZENI. L'ISEG, c'est l'Institut supérieur des sciences de l'éducation du Guinée. Donc, normalement, c'est le seul institut qui est habilité à former, au fait, des formateurs pour enseigner au secondaire. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de cet établissement, mais qui, en vrai, qui ne pratiquent pas le métier, soit parce qu'ils ne l'aiment pas, on va aborder ça tout à l'heure, ou alors parce que l'État prend d'autres personnes à leur place. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de limiter l'accès en faisant quoi? En orientant uniquement les meilleurs des meilleurs à l'ISEG et dans les ZENI. Aujourd'hui, quand on regarde les ZENI, au fait, ce sont des gens qui sont limités au BPC ou en 9e année dans notre système à nous, ok? Au fait, des gens qui savent qu'ils ne peuvent plus faire autre chose ou qu'ils ont très peu de choses à faire maintenant, qui s'orientent vers les ZENI. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord exiger que tous ceux qui partent à l'ISEG et au ZENI aient le bac et qu'ils figurent parmi les meilleurs, au fait. Imposer une moyenne qui leur permette, au fait, de vraiment se distinguer, se démarquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut revaloriser l'enseignant. Aujourd'hui, il suffit que tu dises enseignant en Guinée pour qu'on te dise donc tu n'as trouvé rien d'autre à faire que ça. Ils ne sont pas bien payés, ils sont mal logés, ils sont maltraités. OK? Donc, ce qu'il faut faire, il faut les prendre en charge. Il faut revoir leurs revenus, revoir la façon dont ils sont logés, revoir leur transport, tout ce qui tourne autour de l'enseignant, en fait, il faut le mettre dans les conditions pour qu'il puisse bien faire son travail. Je ne dis pas aussi qu'il faut lui offrir le paradis, mais il faut offrir le minimum. Ça, c'est indispensable. Une autre chose qui est très importante, il faut instaurer la formation continue. C'est-à-dire que l'enseignant, c'est quelqu'un qui se met
chaque année, chaque fois à jour. Tout à l'heure, Diakité, il l'énumérait au fait, c'est difficile de parler aujourd'hui d'éducation sans parler de numérique. Donc, l'enseignant est chaque fois face à des défis, face à des évolutions. Il doit pouvoir les intégrer afin de continuer à pratiquer son métier. Donc, la formation, elle doit être continue, aussi bien pour ceux qui sortent des ENI et de l'ISTEG, mais aussi pour ceux qui sont déjà dans le système, parce qu'on ne peut pas les exclure, mais il faut leur proposer des formations continues afin qu'ils se remettent à niveau. Donc, ça, c'était surtout au niveau des instituts de formation des formateurs. Maintenant, ça a été énuméré, je ne vais pas trop aller en profondeur. Il faut que les orientations soient professionnelles. Djibaté parlait tout de suite d'entreprise. Il en a énuméré beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de ce que les entreprises proposent, il faut proposer, il faut que l'État, avec les instituts de formation, propose des parcours qui puissent permettre aux apprenants, en gros, d'apprendre des métiers, quelque chose de concret, d'apprendre quelque chose qui puisse permettre de résoudre un problème de la société. L'électricité, par exemple, on n'a pas de route, il y a les mines, okay? L'agriculture, on a besoin d'eau. Donc, de façon concrète, former les élèves, les apprenants, à ce qu'ils trouvent, à ce qu'ils résolvent les problèmes de la Guinée. Et la dernière chose sur laquelle je m'accentue, au fait, c'est la corruption. On en a énuméré tout le long de nos échanges. Je vous raconte juste une anecdote. Au fait, je me rappelle en 2018, j'avais fait le concours d'accès au fait, à la fonction publique en tant qu'enseignant et du coup, j'avais reçu le truc. On m'a envoyé à Kouroussa. Et donc, avec mon papa, on a discuté, okay, si je pars dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que je vais me retrouver? Qu'est-ce que je vais devenir réellement? Et je me suis rendu compte, finalement, on a tiré une conclusion, c'est qu'il y a très peu de formations qu'on propose aux enseignants pour qu'ils se remettent à niveau comme tous les autres domaines professionnels. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que mon revenu ne me permet pas de bien vivre et non plus au cas où je fonde ma famille, de prendre ma famille en charge. Donc, finalement, j'ai fait le choix de ne pas y aller, de travailler pour une institution internationale. Et quand j'en ai discuté à certaines personnes du domaine de l'éducation, qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Vas-y, prends fonction, même si tu ne travailles pas, on te paye. Donc ça, c'est un exemple de corruption. Et finalement, je dis, un travail que je ne veux pas, je ne veux pas son salaire. Donc, il faut aussi qu'on revoie comment est-ce que les gens sont recrutés dans le système éducatif. D'abord, il y a beaucoup de corruption. Et de l'autre côté, c'est qu'on laisse les professionnels de côté et on prend des gens qui n'ont pas du tout, mais pas du tout de base pour pouvoir dispenser des cours de qualité. Et pour finir, j'encourage vraiment les gens à s'investir dans des trucs comme ce que fait Gandalf et comme toutes les personnes aussi qui construisent des écoles communautaires, qui payent les enseignants à leurs frais afin que les enfants puissent bénéficier de formation. Donc voilà. Merci beaucoup, Chérif, pour ton intervention. Former les métiers utiles, lutter contre la corruption, instaurer la formation continue, actualiser les enseignants, parce que c'est un problème quand même. Moi, je me rappelle, je prenais parfois les cahiers de mes frères qui avaient fait les études depuis 5 ans et le programme était toujours le même. Donc, les enseignants, ils ne font pas des recherches, ils ne sont pas actualisés. Je pense que c'est hyper important cette question que tu viens d'aborder et revaloriser surtout l'enseignement par rapport aux revenus. Dans ce sens, il y a des syndicats qui sont en train de se battre pour obtenir beaucoup plus de revenus dans le métier et ça pourrait encourager d'autres personnes à y entrer. Parce que franchement, on va beau aimer l'enseignement, mais si on ne gagne pas notre vie, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra être encouragé d'y aller. Alors, la formation, voilà, la sélection au niveau des institutions, c'est aussi important parce que tout le monde y va par manque d'autres choses à faire. Alors, est-ce que Mohamed Lamine, Amadouba, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on donne la parole à Diakité et Carlo Ibrahim Souri? Si vous avez des choses à ajouter, on donne la parole à Diakité qui va un peu parler de façon très brève sur ses actions avant qu'on clôture le débat. Ibrahim, vas-y. Ok, déjà, je trouve que la majeure partie des choses ont été dites. Moi, je vais juste énumérer un certain nombre de choses en relation, disons, en prenant exemple à quelque chose qui a été déjà fait, qui existe déjà et qui marche en fait. Parce que pour moi,
la principale solution ici, bien sûr, c'est de voir déjà ce qui existe dans le monde qui a fait ses preuves et qui marche, dans un certain nombre de solutions qui ont été énumérées là. Déjà, quand on prend par exemple l'exemple de déjà avant, il faut juste dire que globalement, l'école, il est là depuis sa création, déjà on le sait tous. La logique de l'école, c'est de répondre à un certain nombre de besoins, en fait, le besoin du pays, en fait. Du coup, l'école doit former des gens qui répondent à un certain nombre de besoins dans un pays bien défini. Du coup, le système éducatif d'un pays doit être à l'image du pays. Ça, c'est de deux cas, on prend par exemple l'exemple d'un pays comme Singapour qui a eu son indépendance en 1965, dont le système éducatif était pratiquement comme le nôtre et en termes d'évolution, ils étaient comme la Guinée pratiquement. Ils ont réussi à changer tout ça en quelques années. Actuellement, c'est l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Lorsqu'on regarde leur cheminement, par exemple, en 3 étapes, premièrement, c'est des gens qui ont massivement investi dans tout ce qui est technique et scientifique, parce qu'ils avaient besoin de ça, ils avaient besoin d'installer des industries, tout ce qui est primaire, en tout cas, pour la fabrication d'un certain nombre de choses. Donc, ils ont beaucoup misé sur le technique et sur le scientifique. Et en deuxième étape, ils ont misé sur tout ce qui est structure. Ils ont essayé de structurer en fait, leur système éducatif en mettant en place, par exemple, des organismes qui régulent tout ce qui est manuel, qui est enseigné dans le pays, tout ce qui est en tout cas outils d'enseignement, au lieu de se calquer aux outils et aux manuels des autres pays qui ne sont pas forcément adaptés à la leur. Ils ont créé leurs propres outils. Et c'était très intéressant aussi pour l'évolution de leur système éducatif. Et en dernier point, ils ont investi dans l'innovation, la créativité, l'entrepreneuriat pour clôturer le tout. Je pense que ces 3 éléments là font partie des éléments qui ont été cités ici, auxquels la Guinée pourrait en tout cas utiliser. Et les outils qu'il nous faut pour arriver là, par exemple, lorsqu'on prend la dernière partie, tout ce qui est innovation, créativité, entrepreneuriat, ou le premier secteur aussi, la partie technique et scientifique, l'État, au-delà de former, parce que c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps aussi de former des formateurs et de créer tous ces terreaux. L'État pourrait mettre en place un système qui permettrait à des jeunes comme nous qui sont à l'étranger ou des doctorants qui sont là, qui ont fini leurs études, et qui travaillent ou qui font de la recherche, de rentrer au pays, d'y travailler, de créer leurs entreprises, qui pourront embaucher des gens en apprentissage et tout, et qui pourront aussi enseigner, en tout cas mettre un terreau qui permet à ces gens de revenir plus rapidement, comme l'Inde l'a fait par exemple. L'une des forces de l'Inde actuellement dans le monde, c'est parce qu'ils ont beaucoup de cadres qui ont étudié dans de grosses écoles aux États-Unis, à Harvard, ainsi de suite, dans le domaine de la technologie, et qui sont revenus au pays, qui créent des entreprises, qui forment des gens, ce qui fait que toutes les grosses boîtes, les ESN, actuellement à l'international, ramènent leurs projets en Inde ou délocalisent là-bas, parce qu'actuellement, il y a de la main-d'œuvre qualifiée en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés à l'étranger, notamment aux États-Unis, ils sont revenus, l'État a créé l'environnement pour ça. Et l'Inde fait partie des pays émergents actuellement. Donc, je trouve que, je ne vais pas trop traîner là-dessus, je trouve que ces 3 points-là résument globalement, en quelque sorte, il ne faut pas forcément calquer à ça, mais en quelque sorte, c'est un cheminement qu'on pourrait suivre pour essayer de booster les choses, en plus de tous les détails qui ont été dits précédemment par les autres. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Thierno Ibrahim Sore. On a bien compris ce que tu as dit. Investir dans le domaine technologique et scientifique, comme à l'image de Singapour, structurer et réadapter les outils d'enseignement en fonction de la réalité. Investir dans l'innovation, que l'État crée un espace d'accueil favorable au retour de la diaspora, c'est hyper important. Si l'État pouvait faire tout ça, la chose aurait changé. Mohamed Ba, on t'écoute. Oui, du coup, dans le cadre de la proposition de solution, moi je dirais il faut vraiment mettre fin à ce système qu'on a, je dirais, importé, et du coup, en lieu et place, le remplacer par un système qui est en phase avec nos cultures, parce que c'est très important. Si vous voyez, par exemple, comme la Finlande, moi je me suis allé à les différents systèmes éducatifs de pays performants actuellement. J'ai trouvé que des pays comme la Finlande, l'Estonie, le Canada, ainsi de suite, font partie des pays qui ont le meilleur système éducatif dans le monde. Donc, et pour cela, il faudra s'appuyer. Ce système s'appuiera sur quoi? Sur la liberté de créativité et le développement de l'autonomie des enfants dès le bas âge. Donc, c'est ce qui permettra aux enfants de savoir réellement ce qu'ils voudront faire à l'avenir. Du coup, et avoir les connaissances requises
pour leur domaine d'activité. Et ça nous permettra vraiment d'avoir des compétences et des connaissances nécessaires pour développer notre pays. Et ça se basera sur quoi aussi? Et il faudra élaborer des emplois de temps très courts pour les enfants de bas âge, pour l'école primaire, élémentaire, si vous voulez. Du coup, par exemple, de 8h à 15h30, on ne peut pas trop asphyxier les enfants à l'école avec des programmes longs et inefficaces. En plus de ça, il faudra aussi faire en sorte qu'on ait nécessairement et suffisamment d'écoles qui nous permettraient de réduire les effectifs dans nos classes actuelles. Par exemple, là, aujourd'hui, moi, dans l'école où je suis passé, à l'école primaire, on pouvait être, c'est pas 90 ou 100, une centaine dans une salle de classe. Donc, dans ces conditions, je ne pense pas si l'apprentissage sera facile à tout un chacun. Donc, mais aussi accorder une place très, très importante à l'éducation artistique, parce que c'est un vecteur essentiel du développement de la personnalité. Donc, il faudra aussi jeter un coup d'œil sur cet aspect. Après, il faut donner, par exemple, ça j'en passe. Chez nous, il n'y a même pas de devoir de maison, presque pas, il dépend. Mais surtout aussi, il faudra former très, très bien les enseignants, et bien former, et bien rémunérer, mais surtout aussi leur permettre d'avoir des programmes flexibles et une autonomie pédagogique totale. Donc, c'est ce qui permettra je pense, de revoir un peu en valeur notre système éducatif afin que notre population en bénéficie et notre pays. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup. Les idées se recoupent. On aborde tous les mêmes questions, les mêmes problèmes, les mêmes failles dans le système éducatif guinéen. Tu as parlé tout à l'heure du système du Canada, du système de l'Estonie. Et tu as abordé un angle très important, l'autonomie de l'enfant. Parce qu'en fait, nous, en Guinée, on apprend aux enfants comment apprendre, comment retenir. On ne les apprend pas l'esprit critique. Et c'est très, très dangereux. Parce qu'ici, en France, par exemple, si tu vois les enfants qui te remettent en cause parfois, tu abordes un sujet tout de suite, il prend position. Il te dit clairement ce que tu penses, ce n'est pas ce que lui il pense, il te donne son point de vue. Donc, il y a l'esprit critique qui est développé. Et nous, en Guinée, je pense qu'on est beaucoup plus dans la hiérarchie, dans l'autonomie, dans ce qu'on appelle l'esprit patriarcal. L'enseignant, il se comporte comme tel. Ce qu'il dit est vrai, l'enfant n'a pas à dire autre chose. Donc, je pense que ce angle-là aussi, quelque chose qu'il faut traiter. Et le domaine artistique, il est très peu développé en Guinée. Tout à fait, votre bâti a raison. Parce qu'ici, on apprend des enfants qui font de la musique, qui font du sport, qui font pas mal de choses qui n'ont pas forcément un lien avec le programme le programme en tant que tel. Et nous, c'est très peu développé chez nous. Je pense que tous ces éléments-là rentrent en considération quand on parle de solutions. Alors, si Mamadou Lamine, tu n'as rien à dire, est-ce que tu veux prendre la parole, Lamine? Non, je n'ai rien à ajouter et ils ont tout dit, franchement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tout le monde. On va passer la parole à Mohamed Diakité, qui est de l'association Gandal, qui va profiter de cette réunion pour un peu parler de ce projet et faire un call to action. Et voilà, sachant qu'on a déjà dépassé le timing qui était prévu, donc on te demanderait d'être beaucoup plus très près si tu peux. Tu as la parole, Mohamed Diakité. Oui, un instant, je vais partager assez rapidement mon PowerPoint sur au moins comment je vais appeler ça, au moins le projet kit scolaire. OK. Voilà. Donc, vous voyez mon écran? Oui, ça y est, on te voit. Ouais. Donc, comme vous pouvez le voir, et je l'ai dit, on a plusieurs projets. Il y a le projet kit scolaire, il y a le projet Jeux Code qui concerne l'équipement d'une salle informatique et aussi payer des enseignants qui vont former régulièrement quelques élèves et étudiants, les initiés au codage. Il y a aussi le projet orientation. Conseil à l'orientation. J'ai partagé le lien sur notre Zoom, le lien de, comment ça s'appelle, de notre site Internet sur la cartographie des institutions d'enseignement de la Guinée. Mais c'est une cartographie qui n'est pas à jour et qui n'est pas complète. Donc, lors de ma discussion avec la ministre également, elle m'a fait savoir qu'eux aussi, dans le numérique, puisque son ministère actuellement porte l'innovation aussi, ils veulent faire un truc du genre et aller assez loin, et même nous aussi, on le prévoit, c'est de permettre
à l'élève ou à celui de l'école primaire, mais du collège aussi, de pouvoir, si par exemple il dit que je veux être médecin dentiste, quand il entre sur notre système, qu'il puisse voir tout le parcours qu'il devra suivre, la spécialisation au lycée, les universités, la filière à choisir, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il souhaite. Donc, on aimerait pouvoir faire cela, mais pour le moment, ce n'est qu'un projet. Et après, on a aussi le projet CV et lettre de motivation. Donc là, c'est d'organiser des séances à Conakry dans lesquelles on aura des RH ou alors à distance où on va initier les collégiens et les lycéens et quelques étudiants à comment faire des CV et des lettres de motivation. Parce qu'on est nombreux à ne pas le savoir, même après nos études universitaires en Guinée. Pour certains d'entre nous, c'est quand on est arrivé en France ou c'est pendant nos démarches à Campus France qu'on a fait des CV ou des lettres de motivation. Donc, c'est de leur permettre de découvrir cela aussi avant même d'entrer à l'université ou en étant à l'université en Guinée, avant quand même de finir leurs études ou avant de venir en Occident. Donc, pour ce qui est du projet Kit scolaire, c'est le dernier projet là que vous voyez. On a déjà eu 3 éditions. Et cette année, c'est la 3e édition, donc 500 écoliers dans la sous-préfecture de Baguinée, c'est à Fria. Et là, il y aura une distribution de 500 kits scolaires à des écoliers, et donc dans une zone rurale qui est défavorisée, et aussi, il est prévu l'achat d'uniformes, de sacs, et on a eu des partenaires ici, à travers l'AGEDIR de Lyon, qui est une des associations partenaires de Gandal, et j'en profite d'ailleurs, l'association des étudiants ou même l'AGSI, vous pouvez signer un partenariat avec Gandal. Donc, vous pouvez être un partenaire et vous pouvez aider à trouver des financements. C'est ce que l'AGEDIR a fait. On a ensemble trouvé des financements avec l'Université de Lyon, Lumière, et ils vont nous verser les financements après lorsqu'on va présenter évidemment le reçu. C'est souvent comme ça que ça va se passer. Et on a aussi Accenture, c'est une entreprise dans laquelle évolue le vice-président de Gandal. En fait, il est un cabinet de conseil dans l'informatique, mais l'entreprise dans laquelle il est détaché, il a entendu parler de projets, de comment je vais appeler ça, de missions, comment appeler ça, c'est comme pour Orange, la fondation. OK, c'est que son entreprise a une fondation. Donc, même vous, si vous êtes dans des entreprises qui ont des fondations, parfois, c'est des entreprises qui essaient de trouver des trucs à financer. Donc, lui, il a essayé de postuler à ça, de se renseigner et tout, et cette entreprise-là aussi sera partenaire de cette édition du projet Kit scolaire. Donc, ça va nous permettre quand même de pouvoir mobiliser les fonds. Et en plus, il y a la cagnotte en ligne. Il y a déjà eu un tournoi de charité à Lyon, puisque beaucoup de membres sont basés à Lyon. Et il y a AGEDIR aussi qui nous accompagne. Donc, voici un peu, en tout cas, comment ça va se faire, ce projet-là. Je ne vais pas aller plus loin. J'avais d'autres documents avec beaucoup plus de détails sur les financements et tout. Mais on va s'arrêter là. Il est déjà 19 h. Merci beaucoup pour l'invitation et pour votre attention. Merci beaucoup, Amadou. Il y a un point qui t'a soulevé, qui a attiré mon attention, initié à comment faire des CV et de motivation. Pour donner un exemple de ce problème, cette année, il y a eu des étudiants qui sont venus et qui avaient confié leur dossier de Campus France parce qu'ils n'étaient pas capables de le faire eux-mêmes. Et nous, l'association, on a été victimes. Donc, ils ont confié leur dossier à quelqu'un qui a travaillé de début jusqu'à la fin. Et au moment où ils devaient rentrer à l'ambassade, ils ont fait une demande d'attestation d'hébergement qu'on les a fournis et qui ont donné ça à leur agent. Et du coup, cet agent-là s'est permis de répandre l'attestation qu'on avait donnée à cette personne-là, à notre étudiant. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que le problème, il est très alarmant. Donc, c'est hyper important d'avoir ces projets pareils pour les élèves, pour les étudiants, et même pour certains professionnels pour les PME, ça va beaucoup les aider pour leur voyage à l'étranger, pour le business. Oui, c'est bien que tu le dises. Hein. Pendant le séjour de notre président Amadou Bayo en Guinée, il avait rencontré un des responsables de Campus France. D'accord. Pour ce projet-là également, le projet CV, l'aide de motivation. Oui. Okay. Donc, on entend travailler avec eux. D'accord, c'est une très bonne chose, c'est encouragé. Est-ce que dans l'ensemble, vous avez quelque chose à ajouter au niveau de tous les participants? Tu peux arrêter le partage maintenant, Mohamed Amadou. Dans l'ensemble, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur tous les points qu'on a abordés? Moi, je trouve qu'on a une formation, on a une conférence de qualité. Dommage que ça n'a pas été partagé à temps à travers les canaux de communication et qu'il y ait peu de participants.
Mais l'essentiel est qu'on a abordé des choses très importantes qu'on peut capitaliser pour nos actions futures. Ça peut nous inspirer des idées de projets. Ousmane, moi, ce que j'ai à rajouter assez rapidement, que j'ai oublié de signaler justement, c'est qu'on est assez nombreux à être panafricanistes, à vouloir que nos pays se développent, et on n'est pas assez nombreux à vouloir rentrer tout de suite. Et l'Asie s'est beaucoup développée comme ça. C'est que par le passé, les Chinois, les Sud-Coréens ont beaucoup envoyé des gens en Europe, aux États-Unis pour se former. Ces gens sont rentrés et ont bossé dans leur pays. Donc, à défaut de rentrer chez nous tout de suite, c'est de militer dans des associations comme Gandal ou même des associations comme ASEG, hein, et comme on le fait ici, on s'entraide, mais aussi surtout des associations qui essaient de faire des choses en Guinée. C'est de militer dans des associations comme ça aussi et d'aider et de participer. Donc, moi, je vous invite, si vous le pouvez, à adhérer à Gandal. Et il y a différents types de projets. Et si vous avez le temps, Gandal, justement, c'est qu'on est très compréhensible. Si vous avez le temps, vous rejoignez une équipe de projet, le projet qui vous intéresse, et vous bossez avec cette équipe-là. Et quand un membre nous dit, bon, moi, je ne suis pas disponible pendant 3 mois ou pendant 6 mois, je ne suis pas disponible, on le laisse tranquille. Pendant 6 mois, on ne fait pas appel à lui. Il n'est pas dans une commission, ou même s'il est dans une commission, il n'est pas inquiété. C'est juste que, après, quand même, ses cotisations, il va les payer et tout. Et c'est des cotisations qui participent quand même à des financements, quoi, pour des projets. Vous voyez? Donc, je vous invite quand même à participer, que ce soit Gandal ou d'autres associations de ce type, que ce soit pas seulement pour des assos qui sont en France, quoi, mais des assos aussi qui font des choses en Guinée, telles que Gandal. On est en France, mais on fait des choses en Guinée. C'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que tous ceux qui sont là sont déjà impliqués dans des associations, que ce soit ASEG, ASSI, Gandal et autres. Dubat également, il est très impliqué dans les associations. Cet appel, il faut beaucoup plus le lancer aux autres qui ne sont pas parmi nous, parce que nous, tous qui sont là, on est très impliqués. Mais on va trouver un moyen d'attirer beaucoup plus de monde vers nos actions. C'est une très bonne idée, Mohamed. Alors, quelque chose à ajouter ou on est bon? Dubaté, Chérif, Mohamed, Tierno et Amadou, Amadou t'a parlé. Lamine, des choses à ajouter avant qu'on clôt la réunion, la séance? Je pense que tout est dit. Hein. Enfin, perso, pour moi, tout est dit. Perso aussi, je n'ai rien à rajouter. Parfait. Bon, merci à tout le monde. Dommage qu'il n'y a pas de filles parmi nous. Sinon, j'aurais dit merci à toutes et à tous. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le débat, j'ai beaucoup aimé les interventions. J'ai reçu des informations que je ne possédais pas avant. Et j'ai découvert le talent de beaucoup d'entre vous. Je pense qu'à partir de l'instant, si on a un projet éducatif avec qui s'orienter, on a Dubat qui est là, Mohamed qui est là. Et donc, on a des pistes très intéressantes qui pourront nous aider dans nos actions. Et merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère qu'on reproduira une conférence de ce genre, mais pas forcément dans le cadre dans le domaine de l'éducation. C'est plein d'autres domaines, de la santé, de l'environnement. Il y en a pas mal. Voilà. Merci Ousmane et bonne fête à tous. Encore. Bonne fête à tous et bonne soirée. Bonne fête à tous et bonne fin de week-end. Bonne fête et à plus. Merci à tous et bonne suite et bonne fin de week-end. Au revoir.